Je vois pas un domaine de l'existence humaine qui n'est pas touché, affecté par l'IA. Relations amoureuses, deuil, armement, démocratie. Pas un sujet. Donc c'est le sujet fondamental actuellement. J'aime bien citer Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui nous dit que l'IA est une menace plus grande encore pour l'humanité que le réchauffement climatique. Il faut voir qu'on a développé des systèmes capables d'apprendre par eux-mêmes, des machines qui produisent de la pensée. Qu'on détruise les emplois, moi je suis ravi, sauf que la véritable question derrière, c'est qu'est-ce qu'on offre aux personnes. La technique ne contient pas en elle-même les principes pour s'arrêter. Son but, c'est accroître sa puissance et rendre possible des choses qui étaient impossibles. Donc il faut un ordre politique pour dire non. Marius Bertolucci, bonjour. Bonjour Shaiman. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université Aix-Marseille, secrétaire général de la Société de philosophie des sciences de gestion et auteur du livre L'homme diminué par l'IA, dans lequel vous explorez l'impact de l'intelligence artificielle sur nos capacités humaines et pour lequel vous avez reçu le prestigieux prix Jacques Ellul 2024. C'est exact. Afin de poser les bases, Marius, comment est-ce que vous définissez notre époque? Dans quoi est-ce que nous sommes embarqués? Peut-être reprendre la définition de Bernard Stiegler. Nous sommes dans une époque qui se caractérise par l'absence d'époque. C'est peut-être une définition paradoxale, mais c'est même le point de départ de mes travaux, enfin de mes réflexions avant d'entrer sur l'IA, c'était de m'intéresser à la postmodernité. Notre époque se caractérise par l'absence de grands récits structurants qui pourraient donner un sens, une structure. On est sorti de la modernité, donc de l'idéologie du progrès, dès que demain sera meilleur, parce que il y a la catastrophe climatique, mais surtout parce que la modernité, avec ses grandes idées d'amélioration, de progrès, par la technique, par la politique, ça s'est cassé la gueule. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale. J'aime bien citer le philosophe Gunther Sanders, premier mari d'Hannah Arendt, qui disait que tous nos concepts moraux ont été gazés à Auschwitz et atomisés à Hiroshima. Donc, notre époque, c'est la fin des grands récits structurants. La religion n'est plus un récit structurant pour faire époque, justement. Les grandes idéologies politiques également, communisme, nazisme, se sont cassés la gueule. Le libéralisme se casse également la gueule actuellement. Donc c'est une époque qui navigue à vue, qui sent que demain sera peut-être une époque, un temps extrêmement dangereux, pas si agréable que ça, catastrophe climatique. On voit actuellement la question de l'IA, on va bien sûr en parler. Et peut-être pour terminer là-dessus, j'aime bien citer Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui nous dit que l'IA est une menace plus grande encore pour l'humanité que le réchauffement climatique. Donc voilà l'état du temps. Actuellement, c'est un petit peu difficile. Comme vous le dites, on fait face à d'immenses risques aujourd'hui, qu'ils soient climatiques, sociaux, nucléaires et autres. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous focaliser sur l'intelligence artificielle? Il y a une question quasiment métaphysique à laquelle je n'ai pas la réponse, parce que je me suis rendu compte, il y a peut-être 2 ans, que si je me suis intéressé à l'IA, alors que je voulais travailler sur la postmodernité. En fait, je voulais écrire un ouvrage pour embrasser tous les sujets possibles. Relations amoureuses, armement et autres. Et je me suis dit que pour embrasser la totalité du social, de notre époque, qui est une absence d'époque, la postmodernité était un bon moyen de travailler. Donc je me lance là-dessus et je travaille mon brouillon. On est en mi-2020 peut-être. Et puis début 2021, je vérifie la date, je sépare les 2 fichiers en 2 parce que la catégorie IA avait grossi. De plus en plus, je lisais d'actualités sur l'IA et je trouvais ça tout à fait passionnant. Et l'action que je me pose, c'est est-ce que ce sont les algorithmes prédictifs, notamment de Google Actualité, qui ont décidé que l'IA c'était pour moi, ou est-ce que l'IA c'est véritablement le sujet fondamental? Alors je n'ai pas de doute là-dessus que c'est fondamental actuellement, on va en discuter. Mais peut-être un petit peu des deux. Est-ce que les algorithmes prédictifs ont décidé que je devais lire ça et que c'était pour moi? Ou est-ce que j'avais véritablement un intérêt pour ça? Cette question-là, j'ai pas la réponse. Elle m'inquiète d'ailleurs, pour tout vous dire. Peut-être que la vérité est entre les deux. Donc voilà, ça c'est... Je considère que le sujet, il est venu à moi, il s'est imposé et il s'impose à nous tous. Je ne vois pas un domaine de l'existence humaine qui n'est pas touché, affecté par l'IA. Relations amoureuses, deuil, armement, démocratie. Pas un sujet. Donc, c'est le sujet fondamental actuellement. Voilà à peu de choses près comment je suis venu au sujet ou comment le sujet est venu à moi. On compare souvent l'intelligence artificielle à d'autres grandes révolutions comme l'électricité ou l'imprimerie. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Alors, je ne crois pas. Commençons avec une petite citation de Pichai, le PDG de Google, quand il disait si vous pensez à l'agriculture ou à l'électricité, le feu, l'IA, c'est plus grand encore. On vit une rupture totale, on vit un changement de civilisation. Pour beaucoup d'individus, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent ce discours de dire que lorsqu'il y a des révolutions d'ordre technique, les individus sont inquiétés et ça ne s'est pas trop mal passé ensuite. Bon. Il faut quand même voir que la révolution industrielle, ça a eu ses avantages et ses inconvénients. Actuellement, on vit les inconvénients avec la destruction de la possibilité de la vie sur Terre, avec le changement climatique et autres. Donc, bon, est-ce que c'était une si bonne chose que ça, on pourrait en discuter. Mais il faut voir qu'on a
développer des systèmes capables d'apprendre par eux-mêmes, des machines qui produisent de la pensée. Je ne dis pas qu'elles pensent, il n'y a pas un sujet derrière, elles ne sont pas conscientes, mais elles miment la pensée. Et d'ailleurs, on considère qu'elles sont conscientes. Et là, on est face à une révolution totale dans tout un tas de domaines. Ce qui est intéressant par rapport aux IA, c'est qu'on voit un phénomène qui se répète assez souvent, le jeu de Go, bien sûr, la création d'antibiotiques pour combattre les bactéries contre lesquelles on n'avait pas de solution. Bon, très souvent, l'IA contredit les théories humaines pour produire quelque chose de complètement nouveau. Donc là, on est face à de la machine qui produit une pensée qu'on n'aurait jamais pu atteindre, en tout cas sans dépasser des limites actuelles de nos savoirs. Donc on est face à des choses qui sont extraordinaires. Toute la société, tout est reformaté par ça. Donc là, on est vraiment face à quelque chose qui est une rupture totale. Une rupture assez inquiétante. J'aime bien citer Henry Kissinger, qu'on n'attendrait pas sur le sujet. En 2015, il découvre le sujet de l'IA. Et puis, il était effaré, et il a 92 ans quand il s'y met, donc il n'y a pas d'âge pour s'y mettre, on peut y aller à tout âge, de toute façon on n'a pas le choix. Il dit, mais face à des machines pensantes, je considère que nos structures politiques, nos sociétés, nos catégories de pensée ne sont pas prêtes face à cela. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Et on a assez d'exemples, on va en évoquer un grand nombre, j'imagine, qui montrent qu'on n'est pas prêt pour ça. C'est ce qui m'inquiète. C'est Henri Bergson, le philosophe Bergson, disait au début du XXe siècle, avec l'énergie que permet le pétrole, il nous faut trouver un supplément d'âme pour être capable de gérer cette surpuissance qui est entre nos mains. On ne l'a pas trouvé. Aujourd'hui, avec l'IA, ça va à une vitesse folle. Quand je vois la capacité de nos politiques à penser ça, les intellectuels qui s'y mettent à peine, l'état de la société qui ne prend pas le sujet à bras-le-corps, ou même des corps sociaux qui sont pourtant affectés immédiatement, qui commencent à peine à réfléchir à ça. On aurait dû avoir ces réflexions-là il y a 10 ans ou 15 ans. Je suis assez effaré par ça. Donc là, vraiment, oui, c'est une révolution totale. Dans les champs du savoir, dans les relations humaines, on a des millions de personnes qui ont des relations amoureuses avec leur IA. Enfin, c'est quelque chose d'assez dingue. Certains messieurs, parfois des relations discutables avec leur voiture, une certaine affection, mais là, avoir une machine capable de vous répondre et de vous connaître mieux que vous-même, c'est effarant. Est-ce que ce n'est pas ça le drame de notre époque, finalement, ce fossé entre la puissance et la sagesse qui se creuse petit à petit? Ouais. Le problème, c'est que ces systèmes-là nous rendent de plus en plus idiots. Alors, tout mon propos, et je mettrai ça bien sûr dans les commentaires, il est sourcé. Moi, mon but en tant qu'universitaire, c'est transmettre les faits, les études et les chiffres au grand public. Voilà. Un universitaire, il a 3 missions: enseignement, recherche et diffusion de la culture scientifique et technique. Et quand je vois tout ce qui se passe, alors mon fichier de travail, il est à peu près à 1000 pages actuellement, depuis le bouquin. Mon bouquin, il avait besoin de 400 pages de documents de travail, de trouver des études et des faits et autres. Donc, à peu près 1000 pages en à peu près 2 ans et demi. L'actualité est complètement dingue. Donc, cette mission-là, je l'ai à cœur. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. Pour prendre conscience, commencer par prendre conscience des faits qui arrivent et ensuite essayer de réfléchir à ce qui se passe. Voilà un peu le topo. On voit trop d'études ou de propos dans les médias, très grands médias de personnes intelligentes, pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, de tout temps, les gens se sont inquiétés, ça s'est bien passé, destruction des emplois, il n'y en aura pas, ou autre, alors que les études sont là. Ça a commencé, les destructions d'emplois ont commencé. C'est bien plus fort dans le monde anglo-saxon. Il faut lire la presse états-unienne sur l'IA. Elle est bien plus intéressante que la presse française, qui ne fait souvent que relater ce qui se passe dans la presse états-unienne, parce qu'eux, ils sont branchés sur le réacteur IA. Bon. Et donc les destructions d'emplois, ça a commencé, c'est massif. Alors, tant mieux si on sort de la société du travail, parce que depuis quand le travail est une bonne chose ? C'est le mensonge de la société industrielle, ça. Les Grecs n'avaient pas le concept de travail pour commencer. Et pour les activités qui peu ou prou ressemblent au travail, selon notre propre définition, il y avait des esclaves. Pourquoi ? C'est parce qu'un homme, la liberté de l'individu, c'est par la philosophie, l'art et la politique, bien sûr. Bon. Donc si on sort du travail grâce à l'IA, ça c'est merveilleux. Mais voilà, justement, là, ça exige de grandes réflexions, une grande sagesse. Mais l'IA nous rend de plus en plus idiots parce qu'il y a l'addiction aux écrans. Ça, c'est l'économie de l'attention. Et en 2025, nous entrons dans l'économie de l'intention. C'est une étude de chercheurs de Cambridge qui a été publiée dans une revue d'Harvard récemment. C'est très sérieux, c'est en ligne. J'invite les individus à lire cela. Il existe déjà des agents conversationnels avec qui on peut avoir des relations amicales ou amoureuses. Replica, par exemple, une des plus connues, 30 millions d'avatars configurés. Caractère AI, c'est 20 millions de personnes qui passent 1 heure par jour. Ces messengers sont bons pour discuter avec des entités IA qu'on peut créer soi-même, ou alors des personnages réels ou imaginaires.
c'est intéressant, c'est que le personnage avec qui on discute le plus, c'est principalement les adolescents états-uniens qui utilisent ça, c'est un psychologue. Bon, c'est aussi le reflet de l'état de mal-être. On a des chiffres là-dessus assez clairs. Bon. Sauf que ça, c'est au sein de jeunes pousses. On ne peut pas dire start-up, hein. Parlons français pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, ce sont des jeunes pousses assez grosses, caractère high, c'est 1 milliard, comme ça pèse 1 milliard maintenant, mais bon. Ils sont une vingtaine ou cinquantaine de personnes qui bossent là-dedans. Instagram, c'était 50 personnes lorsque ça a été racheté 1 milliard. WhatsApp, quand ça a été racheté 19 milliards, je crois que c'était 50 personnes de la même manière. Bon, ça aussi, l'ordre de grandeur est assez intéressant. Et donc, c'était des jeunes pousses qui avaient des IA qui nous rendaient accros, avec qui on avait des relations amicales, amoureuses, des millions de personnes. Désormais, c'est les GAFAM qui le disent clairement, qui vont développer ces IA-là, donc ces compagnons IA. Voilà pourquoi on rentre dans l'économie de l'intention, c'est que 2025, on va vraiment commencer à voir des individus qui vous diront, mais en fait, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai une relation amicale avec une IA depuis 3 mois. Voilà. Le film Her de Spike Jonze devient une réalité. Voilà. Microsoft disait, Suleiman de Microsoft AI, le nouveau PDG, il disait on a des prototypes d'IA avec une mémoire infinie. Donc ça y est, on y vient. Donc là, on change de civilisation. Et comment avoir de la sagesse quand on ne lit plus, lorsqu'on ne sort plus de chez soi, lorsqu'on bouffe de la vidéo de mauvaise qualité? Le mot de l'année d'Oxford, c'est pourriture cérébrale. Donc trouver de la sagesse, ça risque d'être très compliqué. Parce que les conditions de possibilité pour la sagesse, me semble-t-il, ne sont pas réunies dans une société qui s'agite. Je terminerai avec ça, mais Nicolas Carr, en 2008, il écrit un livre, Comment Google nous rend stupides. C'est un homme qui a 50 ans, c'est un intellectuel de très bon niveau, et il dit lui-même, je n'arrive plus à me plonger dans des gros livres. Et il dit même que ses collègues, on peut imaginer amis qui ont 40-50 ans, de très bon niveau intellectuel, n'arrivent plus non plus à se plonger dans des gros livres à cause de Google. Donc les nouvelles générations, les pauvres, je les plains, on leur a mis les téléphones entre les mains, les téléphones intelligents, pour ne pas dire smartphones, dont leurs capacités d'attention sont détruites, capacités de lecture et autres. Comment cette nouvelle génération-là, mais même nous, on le sent, on est affecté par ça, on va pouvoir développer une sagesse par rapport à tout ça si on prend plus le temps de se déconnecter pour lire, pour essayer de penser le phénomène technique que nous vivons, qui en plus est très compliqué à comprendre. Ça bruissonne dans tous les sens. Et puis, c'est extrêmement rapide. On l'a vu avec DeepSeek, tout d'un coup, on ne sait plus quoi penser de cette économie-là, etc. Donc, c'est très compliqué à penser. Parce qu'on a une grande difficulté à penser, à se concentrer, individuellement et collectivement. Une étude montrait, je la cite à la fin de l'ouvrage, je ne sais plus exactement l'auteur, mais que si on zappe au niveau individuel, on le fait aussi au niveau collectif. Il y a une rotation des films, une rotation des sujets d'intérêt sur les réseaux sociaux, une rotation qui se fait de manière assez rapide. Donc, on ne prend même plus le temps de penser les choses parce que la chose qui est face à nous est chassée par une autre. Donc voilà, on surchauffe actuellement, on surchauffe. Donc la sagesse, compliqué de la trouver dans ces conditions. Et vous preniez l'exemple du film Her, Ouais. qui aujourd'hui devient réalité. Ouais. Est-ce que ce n'est pas finalement une excellente illustration du fait que la science-fiction devient petit à petit de la réalité? Ce qui est inquiétant, c'est qu'on est dans une dystopie totale. C'est un monde qui est assez effrayant. Mais alors, le film Her de Spike Jonze, c'est un très bon film. Enfin, je trouve que c'est un avis lambda. Là, j'ai pas l'étude à citer, c'est juste mon opinion. Le film est très bon, mais en termes d'anticipation, il est très mauvais. Pourquoi? Parce que je me souviens qu'à un moment, le personnage Twombly, d'ailleurs, il s'appelle Twombly, qui est le nom d'un artiste états-unien, artiste des années 60-70, qui est connu, mais très extrêmement connu. Bon, pour moi, c'est un enfant parce que c'est un artiste qui fait du gribouillage. Pour moi, c'est le stade de l'enfant. Donc, je trouve est-ce que le nom a été pris au hasard? Je ne sais pas, mais cet individu, Twombly, dans le film cette fois, qui tombe amoureux de son jouet, de son IA, il y a quelque chose d'enfantin dans ce personnage-là. Et c'est intéressant, d'un coup, je pense, en disant enfantin, c'est que quand Emmanuel Kant, en Qu'est-ce que les Lumières, il nous dit que l'état de minorité, c'est lorsqu'on est sous un état de tutelle. L'état de tutelle, c'est l'incapacité de se servir de son propre entendement sans la conduite d'un autre. Et aujourd'hui, l'autre, c'est l'IA. C'est notre téléphone, on est accro, on a besoin d'aller voir cela. Pourquoi? Parce que les IA prédictives nous donnent du contenu adapté à nous. Mais là, on rentre dans les IA interactives. Souvent, on oublie les IA interactives. L'IA générative, on connaît. Génération de vidéos, textes, sons, images, bien sûr. C'est ChatGPT, c'est Midjourney, c'est Claude, c'est tout ce qu'on veut. IA interactive, c'est des IA avec qui on va avoir des relations amicales amoureuses. Et là, avec ça, on entre dans un autre monde. Et dans le film, pourquoi il n'était pas bon sur un point, c'est que je me rappelle qu'à un moment, le personnage, je l'ai vu qu'une fois à l'époque quand il est sorti, il faudrait que je le revoie tout de même. Le personnage dit à Samantha, son IA, j'aimerais que tu puisses voir ce que je vois. Sauf qu'aujourd'hui, Replica dans un téléphone, avec la caméra, ça voit ce qu'on voit. Et puis avec les lunettes de réalité augmentée, celle de Meta, en partenariat avec Ray-Ban, voyez, ça y est, votre petite amie IA, elle voit ce que vous voyez. Donc avoir Replica, on peut avoir la relation amicale amoureuse dans un environnement virtuel avec un casque de réalité virtuelle depuis l'été 2022. Donc c'est plus uniquement dans le téléphone. Donc là, demain, des lunettes de réalité augmentée où on voit son ami, petit ami assis à côté de vous. Alors quand je dis on voit, je vois à côté
Ce sont des lunettes tout à fait normales, hein. Je ne vois personne d'autre, Shaiman, que vous, hein, je tiens à le préciser. Mais ça va devenir une réalité. Donc le film Heure va rapidement devenir une réalité. Mais est-ce qu'il y aura une si grosse différence par rapport à aujourd'hui? Quand on voit 30% des adolescents états-uniens, étude de décembre 2023 du Pew Research Center, sont almost constant, donc presque constamment connectés aux réseaux sociaux. Et on inclut YouTube. C'est-à-dire que les relations amoureuses, les relations amicales, tout ça, c'est cassé la gueule. On a des chiffres très précis, où on différencie chaque génération par rapport à des pratiques, par rapport à des goûts, par rapport à plein de choses. Et donc, quand on a son téléphone constamment greffé à la main et l'œil dans l'écran, bon, si demain le téléphone vous parle, une différence de degré, mais on est déjà dedans. Et quand je dis 30% sont presque constamment connectés, les 70 autres pourcents, ils sont un peu moins, mais c'est pas terrible non plus. Voilà. Ça, on se rend pas compte qu'en France, c'est pas à ce point-là, mais on y vient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une étude, un sondage du AF, OpinionWay, demandait aux jeunes Français, 18-24 ans, ce qu'ils pensent des IA conversationnelles par rapport à l'épidémie de solitude. Et 35% disent oui, c'est une solution pour avoir une relation amicale ou autre. Donc un tiers des jeunes Français sont prêts à avoir ces relations-là parce qu'ils se sentent seuls. Entre 60 et 70%, ça dépend si on est avec la Fondation Jean Jaurès ou l'IFOP, les jeunes Français se sentent dans un état de solitude. Donc il y a un état de solitude total et tout d'un coup, il y a l'IA qui débarque pour créer une sorte de sociabilité. Alors anémiée, mais on ne s'en rendra pas compte. On s'en rend pas compte. Parce qu'avoir une relation chaude, amoureuse avec une IA, c'est très facile. Voilà. Un dernier petit point, une actualité que j'ai trouvée récemment. Vous savez, il y a le chatbot, l'agent conversationnel Elisa, donc, qui est le premier agent conversationnel créé par Weizenbaum en 1960. Donc c'était vraiment très primitif par rapport à ChatGPT. Récemment, des chercheurs sont allés voir dans les archives du MIT et ont retrouvé la ligne de code, qu'on les avait perdues. Et d'ailleurs, c'est 400 lignes de code. Et on a accès actuellement à Elisa, d'ailleurs, en ligne. On peut parler avec Elisa. Elisa, c'était très simple. Hein, on mettait une phrase et ça la reformulait de manière interrogative. Mais ce qui est intéressant, c'est que Elisa est meilleure au test de Turing que ChatGPT 3.5. C'est-à-dire que même avec quelque chose de très basique, l'humain est capable de se faire avoir et à croire que c'est conscient. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on est câblé pour considérer que lorsqu'une chose parle, il y a une conscience derrière. Et cette étude-là, ça m'a effrayé parce que lorsque votre IA aura des informations sur vous, donc elle vous dira les mots que j'attends, comme la fille qui m'accompagne chez Cabrel, elle dira le mot parfait, avec l'intonation de voix parfaite. Elle saura la journée que vous avez eue et vous proposera ce qu'il faut, etc. On va croire que c'est conscient, mais avec une puissance d'un million. Et même si on sait que c'est pas conscient, certaines personnes arriveront quand même à garder peut-être un petit peu de distance, disant c'est pas grave, ça m'apporte du bien-être. Qu'est-ce qu'on se fiche du réel? Est-ce que le réel est encore une valeur aujourd'hui par rapport au bien-être? Je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr. J'aurais les études à citer pour dire que non. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description. Vous nous dites que finalement l'intelligence artificielle vient comme une sorte de remède à l'épidémie de solitude qu'on est en train de vivre, Ouais. de façon plus globale. Est-ce qu'on n'a pas tendance à utiliser la technologie pour mettre des pansements sur des plaies qu'on a de la peine à suturer avec la société, avec le social finalement, l'organisation politique? Bien sûr. C'est l'histoire du solutionnisme technologique de Morozov, une personne qui a passé beaucoup de temps dans la vallée du silicium et qui nous dit, pour ces gens-là, la société est un ensemble de problèmes qu'il faut résoudre par la technique. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous donne une anecdote. J'étais à Vivatech. Je me baladais dans les rangées de Vivatech récemment, en 2024. Et là, je n'arrêtais pas de penser à cette phrase de Gunther Sanders qui disait que nous vivons sous la menace terroriste d'hommes sans imagination, sous la menace de mort, donc menace terroriste d'hommes sans imagination, tout puissant, analphabète du sentiment. Il parlait des techniciens, bien sûr. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ont une puissance dingue. Et quand je vois Vivatech, mais j'ai entendu des bêtises crasses à Vivatech. Des individus qui vous proposent des applications pour tout n'importe quoi. Je prends un exemple. La cofondatrice, elle n'était pas là, mais la cofondatrice de Tinder, qui a quitté l'entreprise d'ailleurs, je crois, pour des raisons de harcèlement sexuel, des choses comme ça, bon, mettons ça de côté, a créé Mumble. Mumble, c'est une IA qui vous permet de vérifier avec qui vous serez compatible. En gros, elle séduit à votre place. Et comme elle dit cette personne-là, dans une conférence, d'ailleurs le public rigole quand elle annonce là, elle dit oui, c'est très sérieux, ça permettra de vous dire les 3 personnes avec qui vous devez discuter à San Francisco. Donc ça, c'est même un scénario d'un épisode de Black Mirror, alors je ne sais pas la traduction française, Miroir obscur peut-être, il faudrait voir du côté des Québécois comment ils ont traduit ça.
où on voit deux personnages qui vivent des aventures choses très compliquées et on se rend compte, je divulgage la fin, mais bon, tant pis, sorti il y a quelques années, hein, que ce sont des IA. En fait, on teste des IA pour voir si les personnes sont compatibles. Donc des savoirs qui sont profanes, un savoir normalement qu'on devrait tout savoir, c'est pas facile, hein, mais la capacité de séduire l'autre, de discuter, de rencontrer l'autre, eh bien, ces systèmes de techniques-là nous dépossèdent de ça. Mais ça, c'est pas nouveau. Le philosophe Ivan Illich, prêtre vagabond, parlait de dépossession de l'ère des professions invalidantes. En somme, l'école vous rend plus idiot, le médecin vous rend plus malade, et désormais, ces techniciens-là vous rendent plus incapables. Ils nous privent de notre capacité de penser, parce que quand on a ChatGPT, on n'a pas envie de lire des livres très longs, très gros, on appuie sur un bouton. On a vu là récemment OpenAI avec Deep Research. Ça cherche jusqu'à 30 minutes, ça vous produit un rapport avec des tonnes de sources. Quand je vois les étudiants qui trichent, la moitié des étudiants britanniques trichent. Il y a une étude qui le montre, 54% pour être précis, et un tiers ne sont pas au courant que ça hallucine, ou à quelle fréquence ça hallucine. Bon, moi je le vois, hein, mes étudiants, enfin, j'ai des étudiants qui produisent des documents, qui ne prennent pas le temps de vérifier les sources. Les sources sont inventées. Donc, avec ChatGPT classique. Hein. Là, demain c'est aujourd'hui, pardon, en un bouton, enfin en un clic, ça vous fait des études, ça va scanner tout Internet, et au bout de 30 minutes, ça vous sort un rapport sourcé. Ce sera impossible. L'éducation sera impossible. Donc ça, c'est assez fort. Donc, enfin, en tout cas, je repense au film Heure. Oui, la fin des relations amoureuses, la fin des relations amicales. Les adolescents états-uniens, à 20 ans, passaient en moyenne 2h30 avec leurs amis, c'est passé à 40 minutes aujourd'hui. Bon. Alors, j'ai pas les chiffres français en tête immédiatement, mais les relations amoureuses qui se cassent la gueule, les relations sexuelles qui se cassent la gueule chez les jeunes, mais une étude, je crois que c'était de l'IFOP ou de l'INSEE récemment montrait aussi que chez les couples de moins de 30 ans qui vivent ensemble, les relations sexuelles se cassent la gueule, et au profit de quoi? D'une petite série Netflix, voilà, ou de la PlayStation, la station de jeu. Ouais, voilà, donc ouais, ça vient vraiment modifier qui nous sommes, nos relations sociales, ça vient modifier tout le social. Le social est en train d'être reformaté par ça. D'ailleurs, moi je parle, parce que plus que le social, on se dirait, mais il faudrait que l'individu retrouve le collectif, mais il faudrait d'abord reconstruire les individus. J'ai envie de remettre au goût du jour le concept de individuel de Deleuze. Parce qu'actuellement, nous sommes totalement disfractés. Parce qu'on est agité par, sur nos écrans, tout d'un coup, une émotion de l'instant par rapport à un fait politique, ensuite parce qu'on voit un animal souffrir, ensuite pour une autre chose. Et on n'a plus de cadre intégrateur pour penser le monde. Le communisme, le nazisme, le libéralisme, on parlait de la postmodernité d'ailleurs, des grands récits, vous offrent un cadre intégrateur des faits pour les penser. Euh, si on refuse des idéologies, si on refuse des carcans, si on est très déridien, postmoderne, donc on refuse même de définir les choses parce que définir, ce serait clôturer le sens des choses, etc. Bon, toutes ces idées-là, eh bien, le monde est devenu impensable, incompréhensible. Et donc, pour les individus aujourd'hui, on est déstructurés. De plus en plus. Là, il faudrait écouter Julien Gobin, le piège, enfin la fin de l'individu, le piège de l'IA, qui explique ça très bien sur comment la modernité, comment le libéralisme produit des individus qui n'ont plus de structure et sont tellement déstructurés. Et tout d'un coup, il y a l'IA qui arrive à ce moment-là. Quoi. Voilà là-dessus ce que ça m'évoque, mais ce film Heure devient une réalité. Vous nous avez dit que l'intelligence artificielle pourrait mener à la fin du travail. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas partie des gens qui pensent que l'intelligence artificielle va créer tout autant d'emplois qu'elle va en détruire? Moi, en la matière, je ne pense rien. C'est un peu mon mantra, des faits, des études et des chiffres. Voilà. Je laisse, quand certaines personnes qui vous disent « Ah, ma conviction c'est » ou « J'ai décidé d'être optimiste par rapport à l'IA et donc voici », j'essaie d'être le plus froid, le plus clinique possible. Faits, chiffres, études. Et donc, je vois les rapports qui s'accumulent sur la destruction des emplois. En même temps, la robotisation, l'IA, l'informatique, ça n'a qu'un seul but, remplacer des emplois. C'est pas nouveau, voilà. Rien de nouveau sous le soleil du productivisme, qu'il soit capitaliste, nazi ou communiste. Le but, c'est la production, et par les moyens techniques, ça permet d'être plus puissant, plus rapide, etc. Et donc là, on a des systèmes qui sont extraordinaires. J'aime bien souvent l'exemple très fort, parce que, allez savoir pourquoi, même des économistes sérieux, sur les plateaux de télévision des plus sérieux, disent « Ah, mais les études, on s'en fiche », et renvoient d'un revers de main des études des plus sérieuses. Que ça sorte d'Oxford, que ça sorte du... Il y en a encore une là très récemment, est-ce que c'était de l'OCDE, le Forum économique mondial, enfin, ça s'accumule les études. Mais je prends un exemple, j'aime bien l'exemple un peu fort en la matière. Alors, sur l'article de presse états-unienne, je vais donner un faux nom, la personne s'appelait Benjamin Miller. C'était un monsieur qui disait, voilà, je gérais un service avec 60 personnes. Notre travail, c'est d'écrire du contenu
d'éditer du contenu pour différents sites internet, etc. En 2023, je suis passé d'une équipe de 60 personnes que je dirigeais à une seule personne, moi. Voilà. Pourquoi? Parce que ChatGPT est arrivé. Donc avant d'avoir la suppression des emplois, il y a un déclassement. C'est-à-dire que vous n'écrivez plus des textes, vous ne faites plus que corriger les textes ou essayer de les rendre plus humains. Et au fur et à mesure, en moins d'un an, on a viré tout le monde. Parce qu'il y a un point important, on n'attend pas qu'une IA fonctionne pour l'utiliser. Ça, c'est vraiment... J'ai des dizaines de cas, même de catastrophes, l'usage de l'IA qui conduit à des scandales, bon, où il n'y a pas de bon sens. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'une IA fonctionne pour l'utiliser. Donc si les personnes se disent, oui, mais une IA ne fera pas ceci ou pas cela, c'est pas un critère pour qu'on l'utilise. Bon. La police prédictive, scientifiquement, c'est du pipeau. Pourtant, on l'utilise dans des dizaines de polices aux États-Unis, à Berlin, à Amsterdam. Bon, ça n'empêche pas. Des catastrophes, j'aime bien celle-ci parce qu'elle est terrible, mais le gouvernement des Pays-Bas en 2021 qui tombe parce qu'on utilise une IA pour traquer les fraudeurs pour les allocations familiales. On est à un taux d'erreur à 80-90%. On utilisait pendant des années. 30 000 familles endettées. 2090 enfants retirent leur famille. Un scandale pas possible. Est-ce qu'il y a eu un peu de bon sens? Est-ce qu'on a testé sérieusement les systèmes? Non. L'IA dans l'éducation, bon, on pourra en reparler, mais pareil, on a des systèmes qu'on achète très cher sans demander une étude académique, sans écouter les études académiques qui apparaissent, sans demander de preuves là-dessus. Bon, en tout cas, sur les emplois, on n'attend pas qu'une IA fonctionne pour l'utiliser. Et au-delà de ça, c'est quand on voit l'évolution de l'IA qui est extraordinaire, qu'est-ce qui nous reste? Pas grand-chose. Donc, qu'on détruise les emplois, moi je suis ravi. Sauf que la véritable question derrière, c'est qu'est-ce qu'on offre aux personnes. Je sais que Laurent Alexandre, à votre micro, évoquait... alors, il n'était pas ravi de l'étude qui a été faite par OpenAI sur le revenu universel, mais en même temps, faire une étude sur le revenu universel, dans une société où on ne change rien, simplement on vous donne de l'argent, on vous dit maintenant on va vous voir ce que vous faites, mais c'est normal que ça ne donne pas grand-chose. Je crois qu'il faudrait, c'est mon côté très français, très jacobin, je crois qu'il faudrait recréer un ministère du temps libre, comme en 36 et en 81. Pourquoi? C'est parce que si on récupère du temps libre, actuellement, ce temps libre, il est récupéré par les écrans. Et le temps d'écran, c'est du temps de travail continu par d'autres moyens. On rapporte à peu près 10 à 20 euros. J'ai demandé la question à Julien Pillot, économiste extrêmement intéressant par rapport à l'IA. Je crois que c'est à peu près 10 dollars par tête d'individu pour Meta. C'est pas cher à l'heure d'écran. Hein. Mais nous sommes une ressource pour ces acteurs-là. Donc en fait, on travaille, on produit de la valeur. Donc, mais bon, si demain, on diminue le temps d'écran, il faut offrir quelque chose aux individus. Mais est-ce que le corps social se porte bien? Est-ce que l'environnement se porte bien? Est-ce que les individus se portent bien? Bien sûr que non. Donc, si on a plus de temps libre, tant mieux. Mais savoir que faire de son temps libre, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. Et donc, par rapport à cette question du revenu universel, peut-être qu'il faudrait, comme Luc Ferry, qui me semble intéressant sur la question de l'IA, il nous propose une sorte de service civique ou ce genre de choses. En tout cas, il faut proposer une mission, proposer un sens aux individus, sans quoi un revenu universel avec TikTok toute la journée et un peu Netflix, c'est terrible. Moi, je ne suis pas conservateur ni réactionnaire. Je crois qu'on pourrait faire bien mieux aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour glorifier le passé. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec tous les moyens techniques que nous avons sous la main, on pourrait faire des choses vraiment extraordinaires. Donc, faisons-le. Plutôt que passer des heures sur des écrans à bouffer de la pourriture cérébrale, on se rend bien compte que ce n'est pas bon, quoi. Et sans parler de remplacement d'emploi, déjà aujourd'hui finalement, l'intelligence artificielle modifie profondément la façon dont on exerce certains métiers. Dans votre livre, vous citez notamment l'exemple d'employés d'Amazon. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, alors on pense souvent à Amazon, mais je prends aussi l'exemple d'un entrepôt à Béziers, donc ça arrive de partout. C'est le fait que quand vous travaillez dans les entrepôts, vous êtes piloté par une IA. Vous avez une IA qui vous dit quoi faire. Il faut confirmer avec votre voix à l'IA si vous avez bien commis la tâche. Donc le pilotage, le management algorithmique, c'est une réalité. Alors, je n'ai pas vraiment vu les détails, ça marche très bien, mais la PDG de NetDragon, grande entreprise de jeux vidéo en Chine, c'est une IA. Bon, on y vient. Donc le pilotage des individus par IA, on y vient. Et par rapport au remplacement des emplois, il faut voir que là, on vit depuis 1 an et demi, 2 ans, ce qu'on n'est pas encore vu, ce sont les robots humanoïdes. Unitri, son robot humanoïde, c'est 20 000 $. Je crois qu'on est à 60 000 $, je ne sais plus celui de Tesla, mais il n'y a pas que ces entreprises-là qui sont en train d'en faire. La Chine avait annoncé l'année dernière que 2025, ils produiront en masse des robots humanoïdes. Ça a commencé. Et puis 2027, ça devrait être le cœur de son économie, des déclarations du ministère de l'économie chinoise. Donc là aussi, on y est dans la... Donc les individus, on les transforme en machines. Et puis là, nous avons des machines qui se transforment en humains. Parce qu'il y a le robot qui travaille dans l'usine, qui est vraiment un androïde, bête et méchant. Et on voit les robots
qui sont très humains. Il faut voir les images de la conférence de Pékin 2024, la conférence internationale de robotique, 2025 aussi, bien sûr, 2024 c'était assez fort là-dessus, ou le CES 2025 il n'y a pas longtemps, avec des robots qui ont un visage très, très humain. Il faut voir Ameka aussi, qui est ce robot assez connu, avec un visage gris, mais très humain, qui ressemble à ces robots de iRobot. Donc ces robots avec un visage très humain, qui en plus ont une voix extrêmement humaine. Il faut voir un GPT-4 avec sa voix. Surtout la voix anglaise est extraordinaire. Française, elle est encore un peu robotique. Mais bon, ça existe, des voix avec des IA qui ont des voix, et on est incapable de faire la différence. Donc, entre une voix humaine ou une voix robotique. Bon. Et donc, nous avons des robots qui vont faire du service, l'accueil dans un hôtel ou autre. Ce seront des robots et qui auront vos données, vous parleront avec la voix qui convient, etc. Et donc, le remplacement d'emploi de relations émotionnelles, souvent on dit, mais l'émotion sera du côté des individus, c'est faux. Même GPT-4 est bien plus capable, dans un texte, une étude académique l'a montré, de repérer les émotions des personnages, donc avoir une intelligence émotionnelle, se mettre à la place de l'autre et savoir quelles sont les émotions de l'autre, que les êtres humains. Et là, on parle de GPT-4, un truc basique, enfin basique. Une IA déployée pour tout le monde, c'est pas une IA de recherche extrêmement poussée. Donc, la capacité émotionnelle, elle est du côté des machines. Et puis surtout parce que, ça c'est dans l'ouvrage de Michel Lesmurger, je ne sais plus c'était dans lequel, c'était peut-être dans Faites-les lire, une étude qui montre que l'émotion d'un individu, sa capacité, son intelligence émotionnelle, ça ne tombe pas du ciel. Ça vient de nos interactions. Ça vient de notre lecture aussi, de nos lectures. Quand on lit une littérature, je suis en train de lire le Lolita actuellement de Nabokov, voilà, on est dans la tête du personnage. Donc on vit des émotions avec le personnage. Et donc tout ça participe à construire notre capacité à nous projeter dans l'esprit des autres. Donc quand on ne lit plus, qu'on n'a plus d'interaction sociale, notre intelligence émotionnelle, elle est réduite. Donc d'un côté, vous avez les machines qui sont exponentielles dans leur capacité émotionnelle, et en face, il y a des humains qui sont en train de se casser la gueule sur leur capacité d'interagir avec autrui. Les courbes sont croisées. Les courbes sont croisées. Peut-être pas pour tout le monde. J'ai eu la chance de discuter avec le directeur d'un grand institut suisse très prestigieux qui coûte 150 000 dollars, euros, francs suisses, l'année, où l'élite mondiale, les enfants de l'élite mondiale sont formés. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le téléphone intelligent, c'est moins d'1 heure par jour, et puis on vérifie ce qui se passe dessus, et l'éducation est classique. Alors oui, à côté, ils font beaucoup de sport, 60% des gamins font du chant ou un instrument de musique, et le but, c'est que on se socialise. Voilà, c'est qu'on vive ensemble, qu'il y a une rotation dans les chambres de l'internat. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là dépensent moins en écran que l'éducation nationale française. Et ce qui est intéressant par rapport à l'IA dans l'éducation, c'est que c'est un des rares domaines où les méthodes traditionnelles sont meilleures que la débauche d'informatique. Sauf que ça, c'est inaudible dans une époque qui n'a plus que la technologie comme étant un lendemain qui chante, quoi, un grand discours. Bon, en tout cas, là, donc l'élite, elle continue, l'hyper-élite, à véritablement se former traditionnellement parce que ça marche mieux. Si ça marchait mieux d'avoir des tuteurs IA, ils le feraient directement, ces gens-là. Leur but, c'est d'être une éducation de meilleur niveau. Donc, ils le font en réfléchissant les choses. Ils sont très au courant de ce qui se passe par rapport à l'IA, ils se tiennent au courant. J'ai une personne ils ont une référence sur ce sujet-là. Tous les mois, ils ont une grosse réunion de réflexion sur la pédagogie et autres. Et donc, ils n'utilisent pas cette débauche d'IA. Un exemple, après j'arrête là-dessus parce que je trouve assez merveilleux. La Khan Academy, avec Monsieur Khan, qui est un héros de la vallée du silicium, qui nous dit grâce à l'IA, on aura tous un tuteur personnalisé d'un niveau d'un prof d'Harvard chez soi, tant mieux. Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. Parce que le Kamingo, qui est le tuteur IA, il est basé sur GPT-4. Bon, alors, il y a eu le Washington Post qui avait fait une étude là-dessus et aussi une étude académique de Columbia, donc les deux vont dans le même sens. Ce truc-là fait des erreurs sur des soustractions. Voilà. Parce qu'en même temps, ChatGPT, c'est pas bon pour les mathématiques. C'est pas très bon pour ça. Un chercheur de Yale disait c'est comme demander à, je sais plus, un poisson rouge de faire du vélo. Je crois que c'est l'expression qu'il utilisait. Donc pour les maths, c'est pas bon. Et pourtant, ces gens-là, sans vergogne, nous proposent ces IA-là. Donc demain, le vrai luxe, ce que me disait d'ailleurs le directeur de cet institut suisse, il me disait c'est d'avoir des profs humains. Il y a 20 ans, le numérique, c'était le luxe. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est un changement d'époque assez intéressant. Ouais. Vous prenez l'exemple d'une entreprise qui a élu comme PDG une intelligence artificielle. Est-ce que, à force de déléguer toutes nos décisions à des intelligences artificielles, on va se retrouver avec une IA présidente ? Ouais. Alors, il y a une étude extrêmement intéressante que je cite dans l'ouvrage qui n'a pas été refaite depuis, et j'ai recherché là-dessus, je n'ai pas trouvé récemment. En 2019, on demande aux Européens est-ce que vous voudriez qu'une IA remplace vos politiques. 2019, tout le monde s'en foutait de l'IA.
ChatGPT n'était pas sorti, on n'en parlait pas, etc. Il y a un quart des Européens qui disent oui. Et ça monte à 40% aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, c'est intéressant, c'est le pays qui utilise dans son secteur public le plus d'IA, avec des catastrophes, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, moi, qui m'empêchent de dormir. Hein. Quand je vois aussi ce que fait la CAF française, avec des algorithmes qui sont discriminatoires aux yeux de la loi, quand je vois la police nationale qui utilise une IA de reconnaissance faciale qui est illégale, ça m'empêche de dormir, ces choses-là. Bon. Mais je fais la parenthèse, on pourra la réouvrir si vous voulez plus tard. Donc un quart des Européens en 2019 étaient prêts à avoir des élus IA. C'est en train d'arriver de plus en plus. Alors cette enquête-là, à l'échelle européenne, n'a pas été refaite. Je pense qu'aujourd'hui, le chiffre a dû augmenter. Parce que les IA, désormais, sont conversationnelles. On a de plus en plus de relations avec ces IA-là. Il y a beaucoup de discours de battage autour de cela. Puis on se rend compte de la puissance aussi de ces IA. On se rend compte de nos politiques. La vie politique est de plus en plus compliquée, en tout cas en France, on le voit aussi. Et donc je crois que ça va augmenter. Il y a eu des élections au Danemark, au Japon, il y a des partis qui proposent une IA. Je crois qu'au Japon, ils avaient fait 9% dans une ville de 150 000 habitants. C'était il y a quelques années, cela. Donc ça va augmenter. Donc on y vient. Pourquoi ? C'est parce que nos politiques sont des managers. Mais ça, c'était le projet Saint-Simonien. Saint-Simon, auteur du 19e siècle, il meurt... Saint-Simon, je crois qu'il meurt tout début du 19e. En gros, il y a une phrase qui est célèbre de Saint-Simon, c'est « Il faut remplacer les légistes et les théologiens, comprenez les politiques et les religieux, par des industrieux. » En langage contemporain, par des managers. Pourquoi ? C'est que le politique, c'était la guerre, mais c'est pas faux. Et donc, l'idée, c'est l'industrie. Il faut, comme disait Saint-Simon, si on vire 3000 ou 5000, je sais plus ce qu'il disait, mais bon, allez, 5000 théologiens et autres légistes, le pays se portera tout aussi bien. Bon, si on vire 5000 industrieux, le pays se casse la gueule. Donc, il y a l'idée que l'industrie, c'est le bonheur. Ça permettra, il faut aussi à cette époque-là, on sort d'un monde où il y avait encore des famines au XVIIIe siècle. Donc, grâce à l'industrie, on peut manger, et c'est la promesse. L'homme qui vole. Enfin, l'aviation, c'est extraordinaire. Il faut voir ces documentaires sur les premiers vols au-dessus de la Manche, avec le Blériot 12 ou le 13, je ne sais plus quel était le modèle de l'avion, mais l'homme sur la Lune, c'est extraordinaire grâce à la technique. Donc aujourd'hui, la technique s'est retournée contre nous. Hein. Mais donc, bon, voilà, ces grandes promesses-là, aujourd'hui, elles se sont éteintes. Et pour dire, donc, nos politiques se sont réduits eux-mêmes à l'état de manager. Emmanuel Macron, son projet de société pour la France, c'était la Startup Nation. Donc la nation jeune pousse. Il n'a pas eu l'élégance de parler français pour un président de la Ve République, c'est un petit peu... C'est indélicat à mon sens. Bon. Mais donc son projet, c'est pas un projet politique, ça. C'est du management. Mais d'ailleurs, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy, qui faisait noter ses ministères par des cabinets de conseil. Bon. Le directeur de la DITP, donc la Direction interministérielle à la transformation publique, une administration extrêmement importante qui dépend du Premier ministre et qui pense l'avenir de l'État. Dans une conférence, cet homme-là a pu dire « Moi, ma légitimité, c'est la performance ». C'est terrible, ça veut dire qu'il prend le risque de ne pas être légitime, donc, que l'État ne soit pas légitime s'il n'est pas performant. Donc ça prouve bien que les critères de la performance du monde de l'entreprise, du monde des moyens, est devenu une finalité. Donc nos politiques, quelque part, ont damé le chemin pour se faire remplacer. Si le critère, c'est la performance, dire « Oh, moi, je suis capable de diminuer le chômage bien mieux qu'un autre », les questions aujourd'hui, c'est que cela. Le débat des retraites. Souvent, je dis que le débat sur les retraites a été un débat de comptabilité pure. Pourquoi ? C'est que j'entends qu'il y a des tragédies humaines derrière, hein, la difficulté, j'entends très bien. Mais la question de 2 années pour rééquilibrer les comptes, c'est une question de comptabilité. Alors qu'aujourd'hui, la question de l'IA, la destruction des emplois, donc la réflexion de la place du travail dans nos sociétés, on n'a pas eu ces débats-là, ces débats de fond. À gauche, il y a un petit peu commencé, il y avait pas des débats, des phrases dans la presse, des petites phrases entre Fabien Roussel, avec le côté le communisme, donc la production, le travail, et le droit à la paresse qui était avancé par Madame Rousseau, mais ça sent bon. Bon, il n'y a pas eu de vrai débat, de grande réflexion là-dessus. Mais en tout cas, le remplacement des emplois, ça a commencé par la technique, par l'IA. Et je dis tant mieux, mais tant mieux si on arrive à réfléchir collectivement, en tant que communauté politique, à qu'est-ce qu'on fait dans une société où le salariat n'est plus le cœur de nos vies. On a cette chance-là, c'est quand même extraordinaire de pouvoir se libérer du travail. Mais encore faut-il être capable de se saisir de cette chance-là, de penser, de faire de la politique au sens noble du terme, et pas du management. Donc si nos politiques ne sont que des managers, oui, virons-les. Parce que la politique, c'est pas ça. La réforme des retraites a été un bon exemple pour le coup, parce que lorsqu'on a demandé à Emmanuel Macron finalement comment expliquer qu'il y avait un tel mécontentement populaire par rapport à cette réforme, il n'a pas répondu qu'il y avait des idéologies différentes, qui pensaient quelque chose que d'autres ne pensaient pas ou ce genre de choses. Il a dit je n'ai pas su bien expliquer. Oui. Et finalement c'est vraiment ça, c'est...
il y aurait une vérité, Bien il y sûr. aurait une façon juste de gérer la société Ouais. comme un manager, Ouais. et la tâche du politique serait d'expliquer cette façon juste, Ouais. plutôt que de voir le combat politique comme étant différentes idéologies qui ne Mmh. mènent pas à la même vision du monde. Ouais. Parce que pour le manager de l'extrême centre, si vous n'êtes pas d'ailleurs avec eux, vous êtes en dehors du camp de la raison. C'est quand même terrible comme accusation. Dans la civilisation des Lumières, au pays de Descartes, dire à des groupes politiques, vous êtes en dehors du corps de la raison, en dehors du camp de la raison, du corps de la raison, osons le terme, mais c'est les sortir presque de l'humanité, c'est terrible. Il y a un mot qui est souvent évoqué, c'est on n'a pas fait assez de pédagogie de la part de nos politiques. Alors j'appellerais que la pédagogie, c'est pour les enfants. Quand on parle des adultes, on fait de l'andragogie. Donc là, les mots sont importants. Parce que les mots résonnent. La pédagogie, c'est pour les gosses. Donc ça renvoie aussi de quelle manière on est perçu. Mais il y a aussi l'idée que si vous comprenez, enfin si vous voyez la vérité, alors tout le monde sera d'accord. Parce qu'il n'y aurait qu'une seule vérité. On renverrait au livre de Taylor, donc le père du Taylorisme, les principes scientifiques du management. Il y a l'idée que le management est une science, donc il y a une vérité et une fausseté. Il n'y a pas d'opinion, là, c'est pas de la politique, il y a une vérité. Donc face à la vérité scientifique, tout le monde se tait et on doit s'appliquer à cela, quoi. Pourquoi l'extrême gauche et l'extrême droite qui sont extrêmement fortes? C'est parce que cet extrême centre-là, qui est un concept en sciences politiques, j'ai oublié le nom de cet important historien français qui a développé ce concept-là d'extrême centre pour décrire la politique française depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, donc ce camp-là, qui se prétend être de la raison et autres. Ces gens-là n'ont fait que blanc bonnet, bonnet blanc. Donc à force de ne plus nous offrir de la politique, pour un vieux peuple politique comme la France, on a besoin d'idées politiques, surtout aujourd'hui, face à des questions de réchauffement climatique, le retour de la guerre à nos frontières européennes, face à l'IA, on veut de la réponse politique. Voilà, on en veut, mais parce qu'on n'en a pas eu depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu un grand discours politique, un vrai projet de société. Ça doit être ça la politique, pas du management. Vous nous avez dit que l'intelligence artificielle était en train de nous rendre stupides. Ouais. Dans votre ouvrage, vous développez le concept de SIPCOG. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de ce dont il s'agit? Oui, alors d'ailleurs, je me pose la question de comment le prononcer moi-même, peut-être SICOG, je ne sais pas, mais la question est en suspens. Voilà. Si certaines personnes ont des avis, je suis preneur là-dessus. Oui, on connaît tous le concept de cyborg, qui est la contraction de Cybernetic Organism. C'est un concept qui a été développé dans une revue d'aéronautique spatiale, qu'on trouve facilement en ligne d'ailleurs, en 56 je crois. C'est l'idée que pour pouvoir supporter le voyage dans l'espace, il allait falloir augmenter notre corps par la technique, donc devenir des êtres cybernétiques. Quand je dis que les individus sont de plus en plus stupides, moi je ne prends que les études. C'est ça que je cite des centaines de faits, d'études et de chiffres dans le bouquin. Donc, actuellement, je réfléchissais ce matin avant de venir. Je me disais peut-être qu'il faudrait que j'écrive plutôt un atlas de l'IA, parce que pour vous donner des faits, des chiffres et des études dans tous les domaines, plutôt qu'un ouvrage type essai où on va considérer que ce n'est qu'une opinion personnelle. Donc j'essaie d'être le plus froid possible. Et donc quand j'accumule toutes ces études qui nous montrent ce que nous fait l'IA, c'est normal. Si l'IA nous évite de penser, à force de ne plus penser, on se ramollit. C'est comme un muscle qui ne fonctionne plus. On pourrait ne pas avoir à lire, mais rassurez-vous, je le fais, je les cite, des tonnes d'études sur l'impact de l'IA, les relations de l'homme à la machine, uniquement en se rappelant avec Aristote que nous sommes ce que nous faisons de manière habituelle. Le concept d'habitude vertueuse chez Aristote. C'est simple, si je cours tous les jours très rapidement, au fur et à mesure, je vais courir de plus en plus rapidement. Pareil, si je cours de plus en plus longtemps. Bon. Si tous les jours, je prends du temps pour écrire, pour lire des romans et essayer d'écrire un roman, et je prends le temps pour le faire, je vais être meilleur, jour en jour. Si je passe mon temps à ne plus résumer des textes, à ne plus lire, à ne plus écrire, à ne plus penser, bien forcément, je vais anémier toutes mes capacités. Et donc, je parle de CICOG, qui est la contraction de Cybernetic Cognition. Voilà. Notre cognition est cybernétisée par cette confrontation aux algorithmes et aux IA, et avec des effets néfastes. Cette fois, la technique ne nous augmente pas, elle nous diminue. Une nouvelle fois, ce ne sont que je ne fais que essayer de mettre un concept pour penser ce qui se passe, sur la base de centaines de faits, de chiffres et d'études. Donc, je veux dire, ce n'est pas une opinion. Si demain, quand je vois le niveau d'élèves à l'université, quand je vois les études sur la capacité langagière, sur tout ça, s'il y avait une IA qui, même avec un coût écologique hors norme, un coût économique hors norme, mais permettait d'augmenter les capacités cognitives, d'améliorer la culture générale, la capacité à penser, à écrire, je serais le premier à dire c'est génial. Vraiment, je serais ravi. Je mettrai l'écologie et l'économie de côté. Parce que quand on voit l'effondrement de l'éducation nationale, à l'université, je serai le premier avis.
Voilà, là, c'est une opinion que je vous donne. Hein. Là, on n'est plus dans la citation de faits, de chiffres et d'études. C'est une opinion. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, je parle de SICOG pour parler de cet être diminué par la confrontation à ces choses-là. Parce que l'individu, moi le premier, on est feignant et face à une IA qui m'humilie dans mes capacités. Je reviens à Gunther Sanders, il parlait de l'humiliante qualité des choses. Il parlait de la honte prométhéenne. Donc, il développe ça dans les années 70, hein, face à des machines extraordinairement compliquées. L'individu qui sait qu'il est le fruit d'une évolution hasardeuse, si on a l'idée qu'on est le produit de la volonté de Dieu, déjà on se donne à soi, grâce à ce discours-là, une dignité supérieure. Mais si il y a eu Darwin, hein, les 3 grandes blessures narcissiques portées à l'humanité, donc on n'est pas au centre de l'univers, on est le fruit de l'évolution, et puis on n'est pas le maître dans notre propre maison, nous dit Darwin, pardon, nous dit Freud. Et la 4e blessure narcissique, c'est récemment Marc Alizard, qui est un philosophe français, qui nous dit que nous ne sommes plus l'entité la plus intelligente, parce que l'IA nous humilie. Et donc, la honte prométhéenne, je reviens à Gunther Sanders, c'est le fait que face à ces productions, on a honte de ne pas être fabriqué et on se sent humilié par cela. Et comment ne pas l'être face à la puissance de la machine, capable de s'exprimer bien mieux que vous, de comprendre le monde bien mieux que vous? C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Donc, c'est une humiliation assez forte. Tout ce qui nous restait, pour l'homme postmoderne qui n'a plus de croyance en Dieu, de grandes religions, tout ça, de grandes philosophies non plus, c'était l'idée quand même, nous sommes une intelligence. Voilà. Nous sommes un être capable de faire agir, de faire exister le langage dans ce bas monde. Là, on est plutôt du côté donc, la définition de l'homme chez Aristote. L'homme, c'est celui qui est capable d'avoir un logos, un langage, faire de la politique. Bon. On est, avec Emmanuel Kant, l'homme, c'est une liberté capable de faire advenir la loi morale dans le monde. Le problème, c'est que là, GPT-4 est capable de faire des diagnostics moraux sur les situations bien meilleurs que les êtres humains. Une nouvelle fois, on parle de GPT-4 qui n'est pas le modèle le plus avancé. Donc, ces choses-là, la capacité créative, la capacité morale, la capacité... Enfin, la liste est extrêmement longue. C'est du côté des machines, désormais. C'est effrayant. C'est effrayant. Ouais. Comment peut-on penser ça? J'essaie avec mes petites mains de proposer des concepts, celui de SICOG par exemple, hein, de stade du smartphone. Il faut que je le francise maintenant. Le stade du téléphone intelligent. En fait, qu'à l'adolescence, désormais, on passe tellement de temps sur nos écrans que ça nous modifie. Dans nos relations sociales, on l'a pu l'évoquer. Donc, après le stade du miroir, la fabrication de la psyché à 2-3 ans, chez les jeunes enfants, désormais, le téléphone à l'adolescence fait de nous des êtres différents. Voilà. Donc, on va essayer d'apporter comme ça des concepts pour essayer de penser ce qui se passe, et d'où le SICOG, cet être diminué par cette confrontation aux algorithmes. Beaucoup de gens, notamment en France, trouvent que le terme d'intelligence artificielle n'est pas pertinent parce que ces machines ne seraient pas en réalité intelligentes. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, c'est que si on appelait nos téléphones intelligents des téléphones intelligents et non pas des smartphones, on comprendrait de quoi on parle et on serait moins choqué par l'expression intelligence artificielle. Voilà. Parce qu'on serait habitué à dire pour un objet qu'il est intelligent. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ça produit de l'intelligence. Que ce soit conscient, véritablement, qu'il y ait une conscience de soi dans la machine. Question qui est indiscernable, à long terme ou à moyen terme. Aujourd'hui, les machines ne sont pas conscientes. Bon. Mais elles apparaissent comme conscientes. L'effet Lisa, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, on projette sur la machine une conscience. Parce que quand ça parle et quand ça produit de l'intelligence, ça c'est indéniable. Souvent on dit la machine n'est pas créative. En tout cas, sur le test de Torrens qui sert à tester la créativité des individus, GPT-4 fait partie des 1% des humains les plus créatifs. Et sur certains niveaux de créativité, 0,1%. GPT-4. Je ne sais pas sur 0,1 si ça a été refait l'étude ou autre. Donc ça produit du nouveau. Non, ça produit de l'intelligence, ça c'est indéniable. Quand ça traduit, quand ça écrit des poèmes, ça produit de l'intelligence. Parce qu'il fallait de l'intelligence pour faire cela. Et ça le fait. Donc je préfère ça produit de l'intelligence. J'ai un exemple que je prends dans le bouquin, c'est un philosophe Dennett. On prend GPT-3, on l'entraîne sur le corpus spécifique de Dennett, grand philosophe états-unien, peu connu en France. Bon. Et ensuite, on pose des questions à la machine. On pose des questions aussi à Dennett, des questions de philosophie qui ne sont pas traitées dans sa propre pensée. Et quand on demande à des philosophes triés sur le volet ou à des individus lambda, est-ce que c'est Dennett ou la machine, donc GPT-3, eh bien, les philosophes triés sur le volet des experts de la pensée de Dennett sont à peine meilleurs que les individus lambda pour savoir si c'est Dennett ou si c'est la machine. Et quand on demande à David Dennett qu'est-ce qu'il pense des réponses, il dit sur certaines, c'est pas très cohérent, sur d'autres, oui, j'aurais pu penser cela. GPT-3. Aujourd'hui, créer un double de soi avec la forge à IA que propose Meta. Il y a une journaliste qui a fait le test récemment. Donc, elle
prend ces données d'Instagram, elle les fout dans la machine, ça produit un double IA. Ensuite, elle pose des questions, elle y répond et elle demande à son double IA de répondre. Et elle prend ces réponses-là, elle les donne à 2 amis à elle. Et bien, les amis se trompent. Sur certaines réponses, elles se trompent de qui a répondu à la question. Voilà. On en est là. C'est assez effarant. Donc ça produit de l'intelligence. Ça c'est indéniable. C'est un fait. Donc on pourrait discuter de la petite guéguerre sémantique. Dans mon livre, première page, note de bas de page numéro 1, si mes souvenirs sont bons, je cite je vais écorcher le nom, mais la commission sur les droits de l'homme et du citoyen, bon, j'ai plus le bon terme, sur un rapport qu'ils ont fait sur l'IA, ils disent eux-mêmes, on devrait appeler ça un système automatisé de traitement de l'information, je ne sais plus. Bon. Ils disent, mais bon, le terme IA est utilisé par tout le monde, donc même s'il est critiquable, on va aussi l'utiliser. Donc déjà, en la matière, la guerre est perdue. Voilà, il faut acter ça, et pour moi, il n'y a pas de guerre. Marvin Minsky, c'est une archive vidéo qu'on trouve facilement en ligne. Donc, le créateur du concept, du terme IA, il disait lui-même, en 52, avec Shannon, donc un des pères de la cybernétique et autres, vous avez utilisé un terme qui n'était pas IA, ils avaient eu de mauvais retours, je vous passe les détails. Et il dit en 56, on avait besoin de fonds, donc on a appelé ça intelligence artificielle. C'était plus mercatique, pas dire marketing, pour obtenir des fonds. Voilà un petit peu comment c'est né le terme. Donc, c'est pas inintéressant de voir cette histoire-là, mais aujourd'hui, ça produit de la pensée, c'est indéniable. D'ailleurs, les capacités de l'intelligence artificielle à prédire nos comportements sont si grandes que certains pensent que notre téléphone nous écoute. Oui, et pourtant, c'est pas le cas. Parce que ça se verrait. Alors, c'est illégal. Dire, c'est pas pour ça que les GAFA ne vont pas le faire. Mais plein de tests ont été faits par des acteurs indépendants ou autres. Déjà, pour qu'un téléphone nous écoute, il faudrait qu'il absorbe 150 mégaoctets de données par jour. Ce serait des quantités de données hors normes. Alors, j'ai plus les chiffres précis, je les mets dans le livre, je les ai mis dans le livre. Entre les données que Facebook récupère chaque année et les données que Facebook devrait récupérer chaque année s'il devait nous écouter. Bon. Ce serait un rapport, je sais plus, de 1 à 10 ou 1 à 100. Et ce qui est intéressant, c'est que Meta a fait des tests en interne. Ils se sont rendus compte qu'ils obtiennent une prédiction de 1 à 2% de plus. Donc c'est vrai que ça ne sert à rien. Et là, c'est effarant. C'est effrayant. Moi, je suis effrayé par ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nous écouter pour savoir ce dont on va discuter. Et là, si on regarde l'économie de l'intention, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce que disent les acteurs d'OpenAI, de NVIDIA, mais dans la presse, ils disent on veut des échanges verbaux de long terme pour avoir accès à des données auxquelles on n'avait pas accès avant, bien plus intimes, bien plus en profondeur par rapport à nos psychés. D'où le compagnon IA qui veulent produire. Donc, si avec des algorithmes prédictifs, avec nos données, je crois que j'ai un doute, mais on n'est plus à 100 milliards près, sur le marché européen, c'est 200 ou 400 milliards les data brokers, les vendeurs de données. Donc, nos données personnelles, c'est un marché hors norme. Donc là, maintenant, on va avoir accès à un nouveau type de données grâce à cette économie de l'intention, grâce à nos compagnons, tuteurs, amis, petits amis IA. C'est effrayant. Parce que considérer que l'homme est prédictible, c'est l'effondrement de notre métaphysique. On croyait, grâce au libre arbitre chrétien, qu'on avait du libre arbitre, grâce au discours religieux. Ensuite, avec les Lumières, considérer que l'homme est libre. On était du côté d'Emmanuel Kant. Bon. Et désormais, est-ce que ça voudrait dire que Spinoza avait raison, que l'homme est entièrement déterminé ? Alors, moi, je dirais que c'est pas Spinoza ou Kant qui a raison, c'est Jean-Paul Sartre, le deuxième Sartre. On connaît le Sartre de l'existentialisme, qui dit que l'homme est libre, qu'une liberté absolue. C'est le Sartre jeune. Et puis ensuite, il y a le Sartre, on va dire, de la maturité, 1960. C'est la critique de la raison dialectique, où Sartre va faire le mélange entre, d'un côté, le déterminisme produit par la société, par les mécanismes de production, par l'économie, en gros Karl Marx, et la liberté telle qu'a pu le penser l'existentialisme, l'Allemagne, les Heidegger et autres. Et en gros, ça revient à dire que nous sommes une liberté, certes, mais une liberté peut être aliénée par des mécanismes. Mais il reste une liberté, et là, il faut la protéger. Je crois qu'avec Sartre, là, et ce second Sartre, l'ouvrage a un titre pompeux, La critique de la raison dialectique. Il y a d'excellents podcasts sur France Culture qui l'expliquent très facilement. Le texte est plus ou moins compliqué, mais en tout cas, le propos à l'intérieur, il est assez. L'idée qui sont derrière sont assez extraordinaires. Donc, nous sommes une liberté qui peut être aliénée. Donc, il faut se protéger de ça. Voilà ma croyance profonde. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on implémente l'intelligence artificielle dans la société, que ce soit dans la police, les services sociaux, l'école ou autre ? On est totalement inconséquent. Alors, quand je vois des catastrophes, donc je parlais des Pays-Bas, les forces de l'ordre, tout de même la police nationale en France, au sein d'un état de droit comme la France, qui utilise un système illégal, c'est une abomination absolue. Bon.
Mais quand je vois dans des entreprises, dans des institutions publiques sérieuses, dans des latitudes, enfin sous des latitudes très différentes, dans des pays différents, faire n'importe quoi, en bon universitaire, je me dis, il y a quelque chose. Donc je suis allé voir la littérature académique. J'ai écrit un article académique qui rassemble la littérature sur ce sujet, qui devrait paraître cette année. Euh, pour le résumer en une phrase, quand on est assisté par une entité IA, ça nous déresponsabilise. C'est aussi simple que ça. Ça produit des effets sur l'individu, mais aussi des effets au niveau organisationnel. Voilà pourquoi on perd tout bon sens. Si on prend le cas des polices prédictives, c'est que souvent, les polices prédictives, et surtout les jeunes pousses, pour ne pas dire start-up une nouvelle fois, les jeunes pousses qui proposent ces polices prédictives jouent avec l'imaginaire de j'ai plus le titre en français, mais de Minority Report. Donc ils jouent sur l'imaginaire de la science-fiction. Bon, avec ces individus, les précog, précognition, qui, une sorte de magie, de mystique, je ne sais plus comment, sont capables de prédire les crimes. Donc on joue sur tout ça. Donc on joue sur l'imaginaire pour faire accepter la chose. Donc bon, pourquoi on a ce phénomène-là qui se répète? C'est parce que l'entité IA, ça vous déstabilise. Et la vraie question qui est posée par un chercheur qui s'appelle Tita, c'est un article du MIT de cet été, c'était de dire, bon, mettre les mains dans la boucle, ça sert à rien. On le constate en laboratoire, on le constate sur le terrain. Souvent, on nous dit, mais c'est pas la machine qui décidera, il y aura les mains dans la boucle. Sauf que, je le disais à l'instant, les individus sont déresponsabilisés parce qu'il y a une entité IA qui les assiste. Donc déjà, psychologiquement, on ne se rend pas compte, on se déresponsabilise. Et quand c'est conscient, c'est une étude qui a été faite sur les visas au Royaume-Uni, si la machine ne donne pas, vous pensez que la machine se trompe, aller contre la machine, ça demanderait de faire des procédures, ça demanderait de prendre un temps long. Donc on ne le fait pas. Donc il y a des phénomènes aussi organisationnels qui jouent et qui viennent se surajouter à des phénomènes individuels. Donc animer dans la boucle, ça marche tellement pas qu'il y a un arrêt de la Cour européenne de justice de 2023, décembre 2023, qui dit à une banque allemande, attention, d'accord pour attribuer un crédit à un individu, il y a une IA prédictive, mais à la fin, c'est un banquier qui décide. Sauf que dans les faits, les banquiers ne font que suivre la machine. Donc ça revient à considérer que le système, il est autonome. Et donc qu'un individu subit une décision prise par une machine. Et ça, c'est interdit par la loi européenne. Voilà. Ce phénomène-là, il est dans le cas... il est chimiquement pur, enfin il est visible de manière chimiquement pure dans le cas de l'armée israélienne. C'est les journalistes de, je ne sais pas comment on prononce, mais plus 972, qui ont montré que l'IA lavande, parce que même quand c'est en français, c'est traduit avec le terme, on garde le terme anglais, l'IA lavandeur. Donc l'IA lavande, qui permet de déterminer quelles sont les cibles du Hamas, avec un taux de 10% d'erreur. Et donc vous avez un militaire, quand une cible apparaît, le militaire qui était interrogé dans la presse disait, j'ai zéro valeur ajoutée en tant qu'humain, et on prend en moyenne 20 secondes pour appuyer sur le bouton. Ils ne font qu'appuyer sur le bouton, de manière bête et méchante. Ils sont déresponsabilisés par la machine, mais c'est un phénomène psychologique qui est bien expliqué par la littérature académique. Voilà. Donc là, rien d'extraordinaire, mais ça explique cela. Donc attention à vous-même, c'est que on est déresponsabilisé par une machine, et je reviens sur les grands modèles de langage, les GML, donc ils sont extrêmement persuasifs. Et les études actuellement qui sont faites, publiées les plus récentes, sont uniquement sur la base de texte. Comment on est persuadé par une machine? Les études sont en train d'être faites lorsque la machine a une voix. C'est que des IA avec une voix extrêmement humaine, ça existe, mais il n'y a pas encore d'études qui sont sorties sur la capacité de persuasion des IA avec une voix. C'est encore pire. Bon, et pourquoi c'est extrêmement puissant? Parce que, ça s'adapte à votre profil psychologique, très facilement, même si la machine n'a aucune information sur vous. Et au-delà de ça, c'est le phénomène de persuasion latente, je crois. C'est une hypothèse actuellement qu'ont les chercheurs. C'est que pendant que vous réfléchissez, eh bien, le problème, c'est que pendant le processus de réflexion, tout d'un coup, le texte apparaît, et donc votre processus de réflexion s'arrête, et la machine vous propose quelque chose. Et donc, ça vient perturber votre propre réflexion. Et donc, vous suivez la machine. Voilà. Et quand une machine on biaise une machine politiquement, et on vous demande de rédiger un paragraphe, eh bien, on se rend compte que la machine, enfin, vous êtes 2 fois plus d'accord avec une machine biaisée, dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, la capacité de la machine à nous convaincre, elle est hors norme. Rajoutez à cela le phénomène de déresponsabilisation. Tout ça, ça sort d'études de laboratoire. Il y en a des dizaines d'études et c'est extrêmement sérieux. On est face à quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Extrêmement inquiétant. La délégation à la machine, le fait que la machine nous persuade, le fait qu'on est de moins en moins câblé intellectuellement, ça pose des questions assez fondamentales, ouais. Politiquement, socialement et autres. Et au-delà de ça, pour le bonheur des individus. Est-ce que, les études le montrent, qu'on n'est pas heureux à passer des heures sur TikTok ou autre, ça nous prive de la vie. D'avoir une activité physique, sportive, culturelle, une activité plus enrichissante. Voilà. Parce que c'est très peu enrichissant, en fait, les écrans, au final. Depuis le début de l'interview, vous nous parlez de beaucoup de problèmes que pose l'intelligence artificielle. La vérité, oui.
C'est que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. C'est l'utilisateur Hmm. qui va faire en sorte d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire le bien ou le mal. Ouais. Si l'intelligence artificielle pose tous ces problèmes, Ouais. est-ce qu'on ne devrait pas en vouloir à l'utilisateur plutôt qu'à l'IA Ouais. elle-même? Alors, on a cité le grand philosophe Jacques Ellul au tout début. Mon ouvrage a eu le prix Jacques Ellul, j'en suis très honoré. Jacques Ellul, c'est un philosophe qui traverse le XXe siècle, bordelais, qui est un philosophe critique de la technique. Technique avec un T majuscule, et la technique, dans la définition qu'il donne, c'est la recherche de l'efficacité maximale en toute chose, au détriment de tout le reste. En somme, l'esthétique, la morale, non, on s'en fiche, on veut de l'efficacité. Bon. Et en gros, ce qu'il nous montre, c'est que la technique avance de manière autonome aujourd'hui. Parce que quand on prenait Descartes était médecin, philosophe, son premier ouvrage était un traité d'escrime, si mes souvenirs sont bons. Bon, il avait un savoir global sur les choses. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. On est tous des experts d'un sous-système. Bon. Je crois d'ailleurs que lors du projet Manhattan, pour développer la première bombe atomique, il y avait très peu de personnes qui savaient qu'ils étaient en train de participer à une bombe atomique. Voilà, parce qu'on découpe des tâches, on cloisonne, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Jacques Ellul nous dit que nous sommes face à un système technicien, pas un outil. Alors souvent, quand je dis ça, j'ai un stylo, mais là je vais prendre cette tasse. Oui, c'est un outil, parce que ça dépend de ma main, ça dépend de mon utilisation, et la tasse n'a aucune autonomie. Zéro. Alors que ce qui caractérise les systèmes d'IA, c'est leur autonomie. Donc déjà, ça ne rentre plus dans le concept d'outil. Donc le concept d'outil n'est pas bon, parce qu'il charrie avec lui ce que vous avez évoqué, mais ce qu'on évoque très souvent, ça dépend de son utilisation. C'est neutre. La technique n'est pas neutre. La technique est un rapport au monde d'exploitation et d'efficacité. On peut avoir un rapport religieux, un rapport esthétique au monde, mais pas forcément un rapport technique, bien qu'on l'oublie de plus en plus. Et donc nous sommes face à un système qui nous en sert, et puis un système qui nous pousse à agir de telle sorte. TikTok, comme si, pour citer, je vais écrire son nom, mais Andrzej Kaspersky, un grand nom de la vallée du silicium qui est passé par Stanford, Tesla, OpenAI, il disait c'est du crack digital. C'est la première fois que je sens mon esprit attaqué par une IA. Bon, c'est extraordinaire comme déclaration. Donc là, c'est fait pour attaquer votre esprit en jouant sur des mécanismes cérébraux. Il y a pas de, ça dépend pas des usages. Même si on dit oui, moi mon téléphone, je l'utilise de telle manière, un ami utilise de telle autre manière, si on prend un tout petit peu de hauteur, au final, il y a un usage qui c'est extrêmement déterministe. Vous me direz, oui, mais alors, ça veut dire que quelques personnes dans le monde, elles décident de fabriquer telle ou telle IA. Ben, je ne suis pas sûr, parce que Sam Altman, comme tant d'autres, et puis derrière, il y a beaucoup d'ingénieurs, sont pris par l'idéologie de la technique. Et ils ne se rendent même plus compte. J'évoquais tout à l'heure avec Dr. Sanders, donc c'est la menace terroriste des hommes sans imagination que sont les techniciens. Quelle est la culture en sciences humaines et sociales de ces gens-là? Le PDG de Tinder que j'ai évoqué tout à l'heure, il disait dans un entretien j'essaie de ne pas penser aux conséquences de mon application, ça m'empêcherait de dormir. Voilà, ces gens-là sont totalement inconséquents. Parce que leur but, c'est la technique. J'ai mis une citation d'Oppenheimer dans mon ouvrage, avant que le film débarque, mais c'est un extrait de rapport. Il dit on a avancé, on trouve les choses intéressantes, grisantes, on avance. C'est comme ça qu'a été faite la bombe atomique. Donc il y a aussi un côté de la part du technicien de vouloir améliorer la technique pour la technique, sans considération de ceci ou cela. Si on prend Von Braun, le créateur des V2, donc les missiles allemands qui étaient envoyés sur Londres, fabriqués dans le camp de Dora en Allemagne, donc on exploitait des gens, on exploitait du matériau humain, c'est le terme nazi, matériau humain. Donc le productivisme nazi parle de matériaux humains, le productivisme capitaliste parle de ressources humaines. On est dans la même sphère culturelle et de pensée. Je vous renvoie à l'historien de dualisme Johan Chapouton en la matière. Bon. Donc cet homme-là, ensuite les Américains le récupèrent, et il fait des fusées, il envoie l'homme sur la Lune. C'est un technicien pur. Je crois qu'il y avait même une déclaration, il disait bon, il n'y avait plus rien à faire en Allemagne. De toute façon, son but c'était d'améliorer la technique. Derrière, quand on envoie des fusées sur des êtres humains ou autres, son but c'est la technique. Donc ces gens-là, ils sont pris par cette idéologie de la technique. Et là, quand on voit Sam Altman qui déclare si on brûle 50 milliards de dollars par an pour créer l'intelligence générale, l'AGI, je m'en fiche. C'est démiurgique. Voilà, ils se prennent pour Dieu, ces gens-là. D'où le fait qu'on n'est pas sur des questions d'autonomie. Enfin, qu'on appelle l'autonomie, elle est diminuée chez l'individu, parce qu'il est poussé à agir, il a moins de capacité, moins de sagesse, on l'a évoqué tout à l'heure. Et ces systèmes-là, ces différents dispositifs techniques forment un système qui nous en sert. Et donc, est-ce qu'il y a encore des moments où on est en dehors du système technicien? Peut-être dans les monastères, je ne sais pas. Et même quand on fait des retraites, c'est pour mieux y retourner dans ce système-là. Donc voilà, il faut bien voir qu'on baigne dans le système technique. On n'est pas en dehors. Donc l'idée de l'autonomie, ça dépend de l'usage, on se fout là dans l'œil. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Mais ces intelligences artificielles sont-elles vraiment autonomes, étant donné que c'est quand même nous qui leur fixons les objectifs? Alors, plusieurs choses à ça, plusieurs réactions immédiates, c'est que on leur fixe des objectifs, mais ensuite il y a des phénomènes émergents. Il faut rappeler que les grands modèles de langage, au départ, on n'imaginait pas qu'ils allaient être capables de raisonner. Les créateurs de ces modèles de langage ont été les premiers à être étonnés de cela. Il n'y a pas un mode d'emploi. On est face à des machines qui apprennent par elles-mêmes sur leurs propres règles qu'elles font émerger. On n'est pas comme dans de l'IA symbolique. Il faut distinguer l'IA symbolique, l'IA connexionniste. Souvent on dit oui, mais l'IA, ça existe depuis toujours, enfin 56, etc. Bon. Le fait de rentrer des lignes de code dans une machine, où la machine, on lui dit, bah, si tu un robot, quand tu vois une tasse qui a 4 degrés sur la gauche, eh bien, tu fais un calcul, tu la prends, tu te soulèves. En gros, la machine ne fait que dérouler un programme qui est prévu. Bon. Mais là, des machines qui apprennent par elles-mêmes, ensuite, il y a des phénomènes émergents. Et puis au-delà de ça, dans l'interaction entre l'homme et la machine, individuelle, entre les collectifs, il y a des phénomènes aussi émergents. Et donc, là, la neutralité de la technique, de l'appropriation et autres, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Et une nouvelle fois, ces individus, qu'ils soient communistes, capitalistes ou nazis, en étant pris dans la grande sphère de la modernité, du productivisme, le but, c'est la production pour la production. Voilà. Aujourd'hui, les moyens sont devenus nos propres fins. Parce que les grandes finalités, c'était les grands discours. Ça, on y revient, ça s'est cassé la gueule. Donc aujourd'hui, les seuls grands discours que nous avons, c'est la technique. D'ailleurs, j'essaie de dire technique pour ne pas dire technologie. Parce que la société n'est pas la sociologie, la technique n'est pas la technologie. Et comme disait Jacques Ellul, la technologie, c'est un discours porté sur la technique. D'ailleurs, c'est du bluff, il parlait de bluff technologique. Tous ces grands discours qu'on voit de la part des héros de la vallée du silicium sur l'IA et autres, c'est beaucoup de discours sur la technique. Donc là aussi, soyons technocritiques. Donc, ayons les mots pour cela, et donc faisons de la technologie, mais comme on le fait là, en discutant, en essayant de réfléchir le phénomène, en partageant, là, on fait de la technologie au sens noble du terme. Qu'est-ce que ça signifie être technocritique? C'est déjà considérer que la technique doit être repensée, que ce n'est pas un phénomène neutre. Alors, en cela, on fait un extraordinaire, on participe d'un grand phénomène, mais Hannah Arendt, Heidegger, Jacques Ellul, bien sûr, Gunther Sanders, Ivan Illich, il y a beaucoup de grands philosophes qui se sont intéressés à l'IA, mais souvent, ils ne sont pas connus du grand public, ou alors on connaît Hannah Arendt, on ne la connaît pas particulièrement pour cette partie-là, mais donc c'est considéré que la technique, surtout qu'aujourd'hui la technique c'est le facteur social total, mérite d'être repensée. Pourquoi je reprends à Jacques Ellul, c'est que c'est un homme qui naît en 1900, j'ai un doute, 8 ou 2, dans une zone rurale près de Bordeaux. Donc ces gens-là, ils ont été élevés par des parents qui sont nés dans le 19e siècle. Ils ont connu un monde qui n'était pas entièrement technicisé et ils ont vu le monde évoluer extrêmement rapidement. Nous, on baigne tellement dedans qu'on ne s'en rend plus compte. On se rend plus compte. On trouve ça, c'est dans Peggy. Il écrit ça, je crois qu'il écrit ça à la fin du 19e siècle, là, où est-ce qu'on est à tout début du 20e. Il dit le monde a plus changé en 50 ans qu'en 2000 ans. Faut qu'un paysan français, en 1800, il vit comme un Gaulois, à peu de choses près. Et donc le monde aujourd'hui, il a été... des choses qui sont extraordinaires aussi, attention, hein, sur la médecine, sur plein de choses, l'éducation, bien sûr. Mais le monde a évolué de manière dingue, du fait de la technique. Et la technique, elle est ambivalente, comme dit Jacques Ellul, elle est ni bien ni mal, elle est les deux. Donc il faut penser ces choses-là. L'IA doit être pensée. Sans quoi, qui actuellement pense l'IA? Qui propose des projets politiques? Sam Altman. On parlait tout à l'heure, revenu universel, il fait des expériences. Nos politiques, ils font quoi sur ces questions-là? Ils font du petit management à la petite semaine, là, alors que pendant ce temps-là, les techniciens, eux, bizarrement, ils font de la politique. Le monde s'est renversé là. Donc il faut être technocritique. Technocritique n'est ni un technophile ni un technophobe. Il pense, il tente de penser la chose. Et bien sûr, derrière, en tant qu'intellectuel, moi j'essaie à mon petit niveau de partager des idées pour le débat public. On entend tellement de discours béats et d'une bêtise crasse autour de « Ah, la technologie, c'est meilleur avec le terme technologie, c'est super », mais sans fondement, sans source académique, sans s'intéresser aux faits. Que d'ailleurs, j'ai pas l'impression de trop accentuer sur les aspects négatifs parce que c'est ce que je vois, donc je fais que partager dans les études ou autres. Mais moi, en tout cas, je sens l'importance de porter cette voix-là. Mais finalement, est-ce que être critique par défaut, de la même manière qu'être optimiste par défaut, est vraiment une bonne posture? Être critique, c'est être un homme des Lumières. On reprend les 3 grandes critiques d'Emmanuel Kant. Être critique, c'est être réflexif. Un critique de cinéma, il ne dit pas forcément que le film n'est pas bon. Être critique, c'est aussi dire que le film est très bon. Donc, bien sûr que le terme critique, on l'entend toujours comme une critique négative. Mais la critique peut être positive. Simplement, c'est considérer qu'il faille penser la chose. Pas plus que ça. On entend aussi souvent que la France est un pays particulièrement technophobe.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, c'est vrai. Alors, une nouvelle fois, là, je ne pense rien, je vais vous donner une étude. J'ai plus la source précise, mais quand on demandait si l'IA est une bonne chose, une opportunité plutôt qu'une menace, il y avait une liste de 25 pays. Le premier, si mes souvenirs sont bons, c'est les États-Unis, à 70%, ils étaient très contents de l'IA. Et tout en bas, la France, à 30% et des poussières. Donc la France, les Français, me semble-t-il, en la matière, ont bien plus conscience des choses. Peut-être qu'ils sont moins soumis aussi aux écrans que nos amis états-uniens, donc peut-être qu'ils pensent plus, même si chez eux aussi, en France, on pense plus que les États-Unis, j'en suis convaincu. Il suffit de voir le rapport à la presse, le rapport 30% des États-Unis qui pensent que la Terre est plate. C'est plus compliqué, et particulièrement pour les plus jeunes qui passent du temps sur des réseaux sociaux. Donc, bon, c'est normal que. En France aussi, les jeunes qui sont sur TikTok pensent plus que la Terre est plate. J'ai cru une étude là-dessus. En proportion, ils ont plus tendance à croire à ces théories complotistes que ceux qui sont encore toujours pas sur TikTok. Bon. Donc en français, oui, en France, on est bien plus techno. En tout cas, voilà, ouais, c'est précis. Par rapport à l'IA, on est beaucoup plus inquiets, on est les plus inquiets. Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison en particulier. Est-ce que parce qu'il y a des intellectuels français qui critiquent la chose? Est-ce qu'on préfère, on est très camusien, on Albert Camus, on préfère la Méditerranée, le soleil, l'amour, le vin et les femmes que la vallée du silicium? Bon, voilà, Bordeaux contre la Californie, si j'ose dire. Peut-être, j'en sais rien, il faudrait creuser, mais étude d'opinion, on est très inquiet par rapport à l'IA, par rapport aux États-Unis ou aux Chinois d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus, en la matière, ils sont beaucoup plus optimistes. Comme vous nous l'avez dit, certains des plus grands experts de l'intelligence artificielle pensent même qu'elle pourrait mener à l'extinction de l'humanité, un risque existentiel. Ah, oui. Est-ce que c'est un risque que vous prenez au sérieux? Terminator, James Cameron disait, qui nous avait prévenu en 84, quand le premier film sort, je crois que c'est 84, autour de cela. Mais vous avez eu cette discussion vous-même en différents entretiens que j'ai pu voir sur Internet. Si on donne des systèmes de destruction massive, d'armes de destruction massive, typiquement une bombe atomique, entre les mains d'une IA, oui, il y a un risque. Mais moi, ma question, elle n'est pas là. Elle est surtout l'humanité au sens de l'humanité des Lumières. Quand on détruit les capacités de raisonnement, quand on détruit, et donc au profit de théories complotistes, de la sorcellerie, de choses un peu farfelues, etc. Bon. Quand on détruit les relations sociales, parce que, à cause de l'IA, on l'a évoqué, lorsqu'on détruit le droit, parce que désormais c'est plus les algorithmes qui déterminent nos sociétés que le droit, parce que le droit est dépassé aussi dans sa capacité à gérer et à ordonner à ses techniciens, bon, la liste est longue. On détruit notre humanité. On détruit nos sociétés fondées sur le droit, la raison, la culture et autres. Donc là, on détruit notre humanité. Ça a commencé. Donc non pas au sens biologique d'une bombe qui nous tuerait tous, mais au sens de ce qui fait de nous des hommes. Voilà. Au sens de l'humanisme, au sens des Lumières, ça, c'est directement attaqué. Et là, le pays des Lumières, le pays de la Révolution, n'a pas le droit de laisser passer ça. Je crois que là, la France doit redevenir un phare pour l'humanité en la matière. Ouais, bon, il faut que tout le monde s'y mette, mais en tout cas, j'espère en la France en la matière. J'espère en l'État français. Moi, je suis très jacobin, j'ai pu l'évoquer. J'avais appelé avec Thierry Ménissier dans Libération, l'été 2024, à la création d'un ministère de l'IA, parce qu'on avait rétrogradé d'un ministère délégué à un secrétaire d'État. On est repassé à un ministère délégué avec Mme Chapas, qui connaît le domaine. Mais bon, ministère délégué au sein de ministère de l'enseignement supérieur. J'adore l'université, c'est ma vie, mais c'est une honte. Pourquoi? C'est un ministère qui n'a pas de poids, il n'a pas de... Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, c'est 28 ou 29 milliards. Et on finance, c'est tant mieux, de la recherche sur la littérature, sur l'histoire, tout ce que vous voulez. Le budget, donc c'est 29 milliards, c'est peu ou prou le budget, mes chiffres ont un an ou deux, là, je crois. De Microsoft, ça a dû augmenter, ou de Xiaomi ou autre. Mais Amazon, c'est 80 milliards de budget en recherche et développement. Et eux, ils font de la recherche uniquement sur l'IA. Donc là aussi, on voit que Et puis là, les chiffres ont explosé là, récemment, en termes de milliards injectés. Donc là, on voit aussi la capacité à penser les choses, donc à pouvoir agir. Ce côté, soyons marxistes un instant, les idées peuvent devenir des forces matérielles. Mais le problème, c'est que pour avoir des idées, déjà, il faut avoir des moyens, il faut avoir des personnes et autres. Donc si on n'a pas un ministère fort autour de ça pour agréger des idées, des envies et un grand projet, parce qu'en France, on a des gens qui sont très très bons, mais qui peuvent avoir envie d'aller dans la vallée du silicium, il faut leur donner envie aussi d'aller servir à un projet plus grand, porté par la politique, porté par l'État français, et donc porté par l'Union européenne derrière. Ouais. Voilà ce que j'espère. Donc vous proposez un ministère de l'intelligence artificielle. Oui. Vous proposez aussi que l'État prenne beaucoup plus le contrôle de Absolument. ces intelligences artificielles, de son développement. Oui. Mais la vérité,
c'est que les politiques n'y comprennent rien à rien. C'est vrai. Ouais, ils sont nuls. Hein. Ils sont nuls, mais ils le disent eux-mêmes. Un député PS dans Charlie Hebdo, alors, je disais que les politiques étaient nuls. La phrase du dessous, on trouve le député PS qui dit Ah, les députés sont largués, d'ailleurs ça va trop vite pour nous. J'ai écrit à ce député, il m'a même pas répondu. Donc, voilà. Prenons le RIA, plus connu sous l'acronyme anglo-saxon, enfin anglais de l'AI Act. La première version du texte en avril 2021 ne prend pas en compte l'IA générative. Comment c'est possible? Je sais pas. Alors que l'IA générative en 2021, c'est dans la presse. On en parle de partout. Il y a eu des scandales dans le milieu de l'art en 2016-2018. GPT-3 est en ligne depuis l'été 2020. Dans la presse, il est écrit, en presse anglo-saxonne, certes, attention, les lycéens trichent avec. GPT-3, ça crache 4 milliards de mots par jour dans des centaines d'applications. Bon, il suffit d'ouvrir la presse, on le voit. Et donc, je me dis, les politiques sont nuls, les politiques européens. Je demande à un juriste d'une institution européenne, il me dit, oui, c'est vrai qu'ils sont nuls et qu'ils n'ont pas pris en compte l'enjeu. Et là, le RIA, il rentrera avec force et vigueur en 2026. Mais ils seront déjà largués, ces gens-là. Ça va tellement vite. Ça y est, les contenus ont été absorbés par les grands acteurs. Donc le droit en la matière et nos politiques sont largués. Ils ont l'air d'être pour certains, ils ont l'air d'être pleins de bonnes intentions. Genre, je m'arrivais à en rencontrer encore récemment sur des questions d'IA et d'éducation. Mais oui, ils sont largués. Donc je crois qu'il faut réarmer le politique par les idées. Souvent, je dis en plaisantant, mais est-ce que tu écris tous les jours une lettre à ton député pour te plaindre d'un point précis? Non. Mais alors, est-ce que tu vas le rencontrer sur un marché? Est-ce qu'on milite dans un syndicat, dans une association? Est-ce qu'on écrit dans la presse? J'adore écrire dans la presse pour partager justement ces faits, ces études et des chiffres pour que le monde s'en saisisse. La presse, YouTube, voilà, moi, c'est un moyen de diffuser ces idées-là, enfin ces idées, plus que les idées, j'y reviens, faits, chiffres, études, hein, pour qu'on puisse s'en saisir. Donc les politiques sont notre reflet. On a les politiques qu'on mérite. Voilà. Donc rarement le politique par les idées, c'est eux qui ont le pouvoir en la matière. Et il faut qu'ils se saisissent du sujet, parce que le sujet est grave, très grave. Le RIA, pourquoi il ne m'intéresse pas? C'est qu'il ne prévoit pas de supprimer TikTok. Donc, il ne respecte pas la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article 3 sur la dignité. Toute personne a le droit à son intégrité physique et morale, ou psychique, plutôt psychique et physique. TikTok, ça détruit cela. Pourquoi on l'interdit pas? Je ne sais pas. Sans parler des questions géopolitiques qui sont hors normes, hein, mais ça détruit les capacités cognitives de nos gamins, leur capacité d'attention, de compréhension. Moi, je parle de capital neuronal, pour être dans la logique un peu bourdieusienne, hein, à la Bourdieu. Le grand Michel Desmurgier parle de la fabrique du crétin digital, donc la privation du développement de l'humanité chez les enfants par une surexposition aux écrans. Et moi, pour intégrer cette réflexion-là dans une logique plus sociale, je dis que sur un rapport de l'INSERM qui montrait que les enfants des classes populaires bouffent plus d'écran que les enfants des classes supérieures, donc les effets négatifs sont plus importants. Comme on enlèvera tout à ceux qui n'ont rien, eh bien, quand vous êtes dans un gamin des classes populaires, on n'a pas de capital culturel, pas de capital économique transmis par les parents. L'école a beaucoup de mal à vous aider par rapport à tout ça. Et on vous prive même de votre capital neuronal, donc c'est le concept que je propose, la capacité à se concentrer et à apprendre, et à s'élever par l'école. Alors, à s'élever socialement, mais même surtout individuellement, pour même des questions de bonheur individuel, de comprendre le monde, d'avoir un rapport au monde qui soit pas uniquement médié et absorbé par un écran. Donc bon, et puis l'école en France, je reprends les belles analyses de Camille Desjardins, c'est l'école républicaine. Donc c'est pas n'importe quelle école. Je dis souvent que, enfin j'ai pu l'écrire d'ailleurs dans la revue Cité, l'école numérico-algorithmique, ce n'est pas possible parce que la place est déjà prise par l'école républicaine. Et donc actuellement, on prive les individus de leur capital neuronal, notamment des plus jeunes. Et on commence à voir des jeunes adultes qui ont grandi avec ces écrans-là, dans la presse aux États-Unis, j'ai vu ça, et qui disent « Mais pourquoi vous nous avez fait ça ?» Des jeunes adultes qui se rendent compte que leur vie d'adolescent a été détruite par l'écran, absorbée par ça, ils n'ont pas eu de souvenirs, pas de vie et autres, ils subissent un mal-être terrible, hein, et c'est causé par les écrans. On connaît tous le livre qui en a traduit en français de John Haidt, Génération anxieuse. Voilà. Il a traduit en français là récemment, bon, tant mieux d'ailleurs, pour l'accès à cela. Et donc ces jeunes adultes-là disent « Pourquoi vous nous avez fait ça ?» Et là, en tant que société, j'ai du mal à répondre. Enfin, parce que nos politiques sont idiots, ils n'agissent pas, parce que les techniciens sont pleins de mauvaises intentions, ils pensent qu'au pognon, parce qu'on regarde un individu, et particulièrement les plus jeunes, comme étant une ressource humaine, un matériau humain, osons le terme, pour ponctionner des données et produire des richesses, en détruisant les capacités psychiques, cognitives, etc. On connaît ce truc-là, après j'arrêterai avec ça, mais par-delà les études académiques qui montrent les méfaits des écrans, des réseaux sociaux sur la santé mentale, Instagram a fait des études en interne
étude qu'a dévoilée la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui montrait qu'un tiers des adolescentes sont blessées psychiquement par l'usage d'Instagram. Alors, chez les garçons, c'était pas beaucoup mieux, mais c'est encore pire chez les filles, à cet âge-là, par rapport au corps et autres. Est-ce qu'ils ont arrêté? Est-ce qu'ils ont modifié l'algorithme? Bien sûr que non. Donc c'est pire, c'est qu'eux, ils savent. Ils savent ce qu'ils font et ils continuent de le faire. Donc là, je crois en l'État pour taper du poing sur la table et dire stop. Voilà. Parce que sans quoi, on détruit une génération. Mais vous parliez de géopolitique. Il y a quand même beaucoup de gens qui craignent que le fait d'encadrer beaucoup trop strictement cette intelligence artificielle en France et en Europe n'entrave l'innovation de la France et de l'Europe, justement, qui est déjà très en retard par rapport à la Chine et aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais en retard pourquoi? En retard pour avoir des systèmes capables de contrôler une population avec une puissance technicienne extraordinaire comme en Chine, ou capables de contrôler la population de manière extraordinaire comme aux États-Unis, soit par les acteurs économiques, soit par les acteurs politiques. Bon, l'un ou l'autre, c'est pareil. Et là, on voit que la technique, elle est uniforme. Parce que quand vous êtes sur une chaîne de montage, quand vous travaillez dans une usine et vous subissez les cadences du taylorisme, que vous soyez dans une entreprise Ford aux États-Unis ou une entreprise, je n'ai plus le nom de la marque de voiture russe de l'époque, là. Mais bon, sous l'URSS, que vous fabriquez des bagnoles, vous subissez de la même manière la violence de la production. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que quand Charlie Chaplin, dans les temps modernes, devient fou, il est broyé dans sa psyché, broyé dans son corps par les rouages de l'usine, mais désormais, c'est tout le corps social qui travaille parce que c'est tout le corps social qui est ponctionné de ces données et qui est rendu accro pour faire tourner l'économie du capitalisme de surveillance, que j'appelle le capitalisme du SICOG. Parce que pour fonctionner, ce capitalisme-là, il a besoin de nous rendre idiots, de nous affaiblir dans nos corps. J'aime une expression que j'aime bien, que j'ai écrite dans le bouquin d'ailleurs, c'est que Stakhanov a été remplacé par Oblomov. Le corps puissant de l'ouvrier, du mineur de l'URSS qui abat du charbon avec son corps puissant, l'économie des données a besoin de transformer en Oblomov, qui est un personnage de la littérature russe, qui est une feignasse en robe de chambre, sans volonté. Il faut modifier son corps et sa psyché pour être sur un téléphone à regarder des vidéos stupides pendant des heures et des heures et des heures. Bon. Tout ça. Donc oui, je reviens sur la question de l'innovation. Si on ne freine pas les forces de la technique, si on n'arrête pas l'ordre technico-scientifique, alors c'est cet ordre-là qui gouverne. Et donc nous vivons dans une barbarie technicienne. C'est aussi simple que ça. Je reprends les catégories du philosophe André Comte-Sponville, quand il rappelle que chaque ordre doit être arrêté par un ordre supérieur. La technique ne contient pas en elle-même les principes pour s'arrêter. Son but, c'est accroître sa puissance et rendre possible des choses qui étaient impossibles. Donc il faut un ordre politique pour dire non. Typiquement, on peut cloner les êtres humains, mais on considère que le politique dit non grâce à la morale, justement, qui est encore un cran au-dessus. La morale doit arrêter le politique. Sans quoi, une communauté politique pourrait faire tout n'importe quoi. Si on est tous d'accord pour tuer 10% de la population pour rendre heureux les 90 autres, est-ce que moralement c'est bien? Non. Pourtant, politiquement, on pourrait le faire. Bon, ça a pu être fait. Et donc la morale doit être arrêtée, le politique doit être arrêté par la morale, et André Comte-Sponville par l'éthique, et pour les croyants, c'est le divin qui règle tout ça. Bon. Ça veut dire que l'ordre du bas, il doit être arrêté par les ordres supérieurs. Si un ordre du bas dicte ses règles à un ordre du haut, c'est une barbarie. Et l'inverse, c'est de l'angélisme. Bon. Mais je laisse ça de côté. Je renvoie au Capitalisme est-il moral, l'ouvrage de André Comte-Sponville. J'avais résumé tout ça dans un article, Le coronavirus est-il moral, que vous trouvez gratuitement sur The Conversation. Bon, je discutais du rapport entre la science et le politique, notamment Emmanuel Macron et sa gestion du Covid. Pourquoi je révoque tout ça? C'est que si on freine l'innovation au nom de valeurs morales et au nom de choix politiques, mais tant mieux. J'apparais comme un extrémiste parce que tout ce que je veux, c'est qu'en démocratie, la volonté du peuple s'affirme face à la volonté d'acteurs économiques. Et d'ailleurs, économico-techniques. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce ne sont pas que les acteurs économiques. En fait, ces gens-là font de la politique. Ils en font, ils ont conscience d'en faire. Et là, on le voit notamment avec Elon Musk, qui font de la politique, mais de manière assez fulgurante. Donc, freinons. Freinons, c'est pas freinons au nom de principes fondamentaux. Si on peut rendre encore plus accro un individu, détruire ses capacités cognitives, sa vie et tutti quanti pour faire plus de pognon, je suis ravi qu'on applique uniquement les textes qu'on a déjà sur la dignité. Ça ne me choque pas. Voilà. Et si on est un peu en arrière sur certains points, si c'est au nom de valeurs fondamentales qui nous sont chères, de respect de la dignité de l'homme. Je suis très kantien, moi j'adore Emmanuel Kant, donc je tiens à rappeler avec Emmanuel Kant que les choses ont un prix, un homme a une dignité. Et entre les deux, il n'y a pas de nuance, il y a un fossé absolu. La dignité doit être respectée. Si on ne respecte pas la dignité d'un homme de manière absolue, alors on rentre dans un état de barbarie. Et on a déjà vu ça au XXe siècle, pas seulement au XXe siècle, on le voit encore aujourd'hui. Voilà.
Donc régulons, bien sûr, régulons, au nom de principes supérieurs. Et si on ne veut pas réguler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on veut que ce soit les acteurs de la vallée du silicium qui dictent à la société française et européenne ses propres lois? Non, merci. Voilà. Je ne veux pas de cela. Marius, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la traditionnelle question de Et fin. oui. Avant tout, j'aimerais quand même rappeler que votre ouvrage, du coup, L'homme diminué par l'IA, est disponible partout. Vous pouvez le commander en cliquant sur le premier lien en description. Et pour terminer, traditionnelle question de fin, comme je le disais. Ouais. Si vous étiez sur scène avec l'humanité entière face à vous et un micro dans les mains, qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'humanité en quelques minutes? Je me suis posé la question parce que je savais qu'elle allait arriver et je ne veux pas de discours grandiloquent à faire en dehors de rappeler que ce que je viens de dire avec Emmanuel Kant, l'homme a une dignité et elle doit en tout lieu et en tout temps être respectée. Et ce principe-là justement est une pierre de fondation pour notre humanité. Rien ne peut aller contre cela. Donc rappeler des valeurs fondamentales. Se rappeler une chose aussi basique que cela, quoi. L'homme avant la technique. Marius Bertolucci, merci. Merci beaucoup.